Le soleil brûlait bas au-dessus de la vallée rouge, teintant la terre de nuances cuivrées et poussiéreuses. Avant de commencer cette aventure, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de nous indiquer dans les commentaires d'où vous la regardez. Nora Vale se tenait au bord de la modeste cabane de son père. Sa robe bleu pâle était déjà recouverte de poussière due au vent du matin. À 19 ans, elle n'avait jamais parcouru plus de 10 miles à cheval depuis que cet endroit, ni touché la main d'un homme, sauf pour le saluer lors du service dominical. En regardant maintenant le mince nuage de poussière s'élever au loin, elle savait que sa vie tranquille était terminée. Nora, la voix de son père était rauque comme de l'écorce séchée. Le pasteur Amos Val avait vieilli de 10 ans en un mois depuis le début des meurtres. 7 colons étaient morts, dont le garçon Henderson, âgé d'à peine 16 ans. 9 guerriers Apaches avaient été tués en représailles. La violence se propageait comme une traînée de poudre à travers les plaines, menaçant d'engloutir tout sur son passage. « Ils arrivent », murmura-t-elle, les mains tremblantes, en lissant sa jupe. Elle avait cousu cette robe elle-même, sans jamais imaginer qu'elle serait sa robe de mariée. Le visage buriné du pasteur se crispa. « Pardonne-moi, mon enfant. Que Dieu me pardonne ce que j'ai accepté. » Nora voulait le réconforter en lui disant qu'elle comprenait. Mais comprendre n'était pas accepter. Elle était donnée comme du bétail, un traité vivant pour sceller la paix entre deux peuples qui avaient appris à se haïr depuis leur naissance. Les Apaches voulaient l'assurance que les Blancs respecteraient les frontières. Les colons exigeaient la preuve que les raids cesseraient, et Nora, la pauvre fille vierge du pasteur, était devenue le sceau de leur accord. Les cavaliers émergèrent de la chaleur miroitante. Tels des fantômes devenus chers, 3 hommes blancs du conseil territorial. Parmi eux, le juge Marin Cole, dont la moustache épaisse ne parvenait pas à cacher un sourire suffisant. Derrière eux chevauchaient 5 guerriers apaches, le visage peint, les yeux sombres, scrutant la propriété avec une discipline lasse. Nora retint son souffle. Elle y avait déjà vu des indigènes faire du commerce à Fort Ashridge, mais jamais d'aussi près, jamais comme des proches. L'un d'eux se tenait à l'écart des autres, plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, peut-être 23 ou 24 ans. On lui avait dit qu'il s'appelait Tass, mais le juge Cole avait prononcé ce nom avec mépris, comme s'il s'agissait d'un jeu d'enfant. Il portait des jambières en peau de daim et une chemise délavée. Ses longs cheveux noirs étaient attachés par une seule plume d'aigle. Son visage n'était pas peint, seulement empreint de calme. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Nora, son regard la transperça, imperturbable et indéchiffrable. Mademoiselle Vale appela le juge Cole en descendant de cheval, sans prendre la peine d'ôter son chapeau. Les conditions ont été finalisées. Le chef Rowan a accepté de respecter les nouvelles frontières, à condition que vous alliez de votre plein gré sceller la paix. De plein gré. Ce mot avait un goût de cendre. Quel autre choix avait-elle? Refuser et le carnage continuerait. Le peuple de son père les traiterait de traîtres, les rendant responsables de chaque mort qui suivrait. Taz descendit de son cheval d'un mouvement fluide. Ses mocassins ne faisaient aucun bruit dans la poussière alors qu'il s'approchait. De près, il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, large d'épaules et mince, comme un homme sculpté par la faim et les épreuves. Il dit quelque chose en apache, d'une voix bête et étonnamment douce basse. Le plus vieux guerrier traduisit dans un anglais approximatif. Il dit « Tu es petite comme un oiseau des prairies. Il demande si tu viens sans chaîne. » Nora redressa le dos. « Dites-lui que je viens parce que je le dois. Pour la paix, rien de plus. » Le vieil homme répéta ces paroles. Quelque chose vacilla dans les yeux de Taz. De la déception ou peut-être du soulagement. Il hocha une fois la tête et se détourna. « Tu vas partir avec eux maintenant, » dit le juge Cole d'un ton vif, déjà en selle. « Tes affaires, j'ai emballé ce dont j'ai besoin. » Nora répondit d'une voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Une petite malle, le livre saint de ma mère, quelques robes, mon nécessaire à couture. » Que pouvait emporter d'autre une femme dans une vie qu'elle ne pouvait imaginer? Son père la serra désespérément dans ses bras. « Sois forte, Manora. Que Dieu t'accompagne. » Elle voulait demander pourquoi Dieu l'envoyait dans un pays étranger, pourquoi sa pureté devait payer la haine des hommes. Mais elle se contenta d'acquiescer, respirant une dernière fois l'odeur du tabac et du vieux bois. L'Apache apporta un cheval de rechange, une jument tachetée au regard doux. Nora avait déjà monté à cheval, mais toujours en Amazone, toujours correctement.
Elle rassembla maladroitement ses jupes, essayant de monter sans trébucher. Puis, sans prévenir, des mains fermes la soulevèrent par la taille et l'installèrent facilement dans celle. Taz recula aussitôt, mais ce bref contact lui brûla à travers le tissu de sa robe. Ils chevauchèrent en silence tandis que le soleil descendait, peignant les plaines d'ambre et d'ombre. Nora n'avait jamais été aussi loin de chez elle, n'avait jamais vu une terre s'étendre à l'infini sans clocher d'église ni clôture en vue. Les cavaliers apaches formèrent un cercle lâche autour d'elle, ni tout à fait des gardes, ni tout à fait des compagnons. Au crépuscule, ils établirent leur campement près d'un ruisseau peu profond. Nora observait, fascinée malgré elle, les hommes qui bougeaient en rythme, montant d'une tente en peau, allumant un feu, s'occupant des chevaux, chaque mouvement silencieux, déterminé, presque gracieux, et pour la première fois de la journée, elle ne ressentit pas de peur, mais l'étrange attraction d'un monde totalement différent du sien. Taz s'approcha alors que Nora Vale se tenait, incertaine, à côté de son mère. Il fit un geste vers la tente en peau, puis vers elle, son intention était claire. Ce serait leur abri, leur tente de mariage. La peur lui serra la gorge comme une main. Elle savait en théorie ce qui se passait entre un homme et une femme. Sa mère avait essayé de lui expliquer une fois, rougissant de gêne avant de mourir. Une femme doit partager le lit de son mari, avait-elle dit. C'est un devoir, pas un désir. Mais sa mère avait choisi l'amour. C'était différent. Taz avait dû voir la panique dans les yeux de Nora. Il leva une main, paume vers l'extérieur, et secoua la tête. Puis il désigna son propre corps, le sol à l'extérieur de la tente, et enfin elle, seule à l'intérieur. Le soulagement la frappa si fort que ses genoux faillirent se dérober sous elle. Elle acquiesça, incapable de parler. À l'intérieur de la tente, il y avait une légère odeur de fumée et de sauge. Des peaux de bison recouvraient le sol, plus douces qu'elle ne l'avait imaginé. Sa petite malle était soigneusement rangée près du mur du fond. L'endroit était spartiate mais propre, construit avec une fierté discrète. Elle s'affala sur les peaux, toujours vêtue de sa robe couverte de poussière, écoutant les hommes parler dans leur langue maternelle autour du feu de camp. Leur voix montaient et descendaient comme une chanson qu'elle ne pouvait traduire. Parfois, elle croyait entendre des rires, et une fois, elle était certaine d'avoir entendu son nom, bien qu'il ait été prononcé « Eka ». Lorsque l'obscurité s'installa sur le village de Stone Mesa, Taz entra. Nora se raidit. Elle retint son souffle, mais il se contenta d'ajouter du bois dans le petit foyer et déroula sa propre laiterie de l'autre côté de la tente, aussi loin d'elle que l'espace le permettait. Puis, lentement, il ôta sa chemise. Dans la lumière vacillante, elle vit des cicatrices éparpillées sur son dos et sa poitrine. De vieilles blessures, du genre que seules les balles peuvent laisser. Lorsqu'il remarqua son regard, son expression se durcit, la fierté raidissant ses épaules. Il marmonna quelque chose en apache avec une pointe d'amertume, puis lui tourna le dos. Aucune traduction n'était nécessaire. Il était tout aussi piégé qu'elle. Aucun d'eux n'avait choisi cela. Nora s'allongea, toujours habillée, serrant contre sa poitrine le livre sacré de sa mère. Dehors, les coyotes hurlaient à la lune montante. Le ruisseau murmurait doucement derrière les tentes. « Cher Seigneur, murmura-t-elle dans l'obscurité, je ne sais pas ce que vous avez prévu. Je ne comprends pas pourquoi je suis ici, mais je vous en prie, ne me laissez pas me perdre. » De l'autre côté du feu, la respiration régulière de Taz lui indiquait qu'il était éveillé, faisant semblant de dormir alors qu'il savait qu'il ne pouvait pas dormir non plus, ce qui apaisait sa solitude. Lorsque la fatigue finit par l'emporter, elle rêva du jardin de sa mère, des hymnes religieux, d'une vie où elle pouvait faire ses propres choix. Elle se réveilla une fois et constata que Taz était parti, mais les traces de pas à l'extérieur lui indiquèrent qu'il montait la garde. À l'aube, les premières lueurs peignirent les parois de la tente de nuances dorées et roses. Nora prit sa décision. Elle pouvait s'effondrer de peur, ou elle pouvait endurer, voire apprendre à survivre à cette vie étrange. Elle redressa sa robe, lissa les plis et sortit. Taz était assis près du feu mourant, donnant des morceaux de viande séchée à son cheval. Lorsqu'il leva les yeux, une lueur de surprise passa brièvement dans son regard. Nora se désigna, puis désigna le ruisseau, puis mima le geste de se laver. Il l'observa longuement, puis acquiesça d'un signe de tête sec. Il parla doucement à l'une des femmes plus âgées, non, apprit-elle plus tard, qui fit signe à Nora de la suivre. Au ruisseau, caché sous les peupliers,
Nora s'agenouilla pour se laver le visage et les mains, l'eau froide lui piquant la peau. Elle peigna ses cheveux emmêlés du mieux qu'elle put tandis que la femme l'observait en silence, son visage ridé indéchiffrable. Quand ils revinrent, le camp était déjà en effervescence. Les hommes déchargeant les chevaux tendus, scellés pour une nouvelle journée de chevauchée vers le camp principal du chef Rowan. Un pas de plus dans un monde que Nora avait du mal à comprendre. Quand Taz l'aida à monter, son contact était prudent et distant. Leurs regards se croisèrent un instant, et pour la première fois, elle vit quelque chose briller derrière son masque de guerrier. De l'incertitude, peut-être même de la gentillesse. Puis cela disparut, et ils continuèrent leur route à travers l'étendue infinie de la vallée rouge. Deux âmes réticentes, liées par le devoir, chevauchant vers un avenir. Aucun des deux n'avait choisi, mais tous deux devaient survivre. Le campement Apache s'étendait dans la vallée comme un être vivant. Des dizaines de huttes en peau étaient disposées selon un motif qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Des enfants couraient entre elles. Des rires retentissaient dans l'air matinal. Des chiens aboyaient, des chevaux paissaient sur la pente lointaine, surveillés par de jeunes garçons qui les regardaient fixement à l'approche des cavaliers. Lorsque Nora entra dans le campement, le rythme de l'endroit changea. Des femmes sortirent de leur hutte, parlant rapidement en apache, les yeux plissés en la regardant. Elle n'avait pas besoin de mots pour comprendre. Femme blanche, étrangère, indésirable. Taz la conduisit vers une hutte plus grande, légèrement à l'écart des autres. Ses symboles peints, des chevaux, des tempêtes et des feux, brillaient sous le soleil matinal. À l'intérieur de la hutte, l'air sentait légèrement la fumée et la sauge. Les murs étaient peints de symboles anciens, des chevaux, des soleils et ce qui semblait être des batailles lointaines. L'espace était bien rangé, aménagé avec un soin délibéré. Des peaux de bison, soigneusement pliés, des sacs en cuir brut suspendus à des poteaux. C'était clairement un lieu féminin, entretenu avec une fierté tranquille. Près du feu était assise une femme âgée, le visage marqué de rides profondes, les yeux voilés, pâles et distants. Elle s'adressa à Taz dans sa propre langue, d'une voix douce mais autoritaire. Il répondit par des répliques courtes et respectueuses. Finalement, il se tourna vers Nora Vale, faisant un geste entre eux deux. « Naki » dit-il, puis il ajouta dans un anglais hésitant. « Ma grand-mère. » Nora baissa la tête, mal à l'aise, ne sachant pas comment la saluer. Le fils aîné de la vieille femme rit d'un rire qui ressemblait au bruissement des feuilles sèches dans le vent et dit quelque chose qui fit serrer les mâchoires à Taz. Il partit brusquement, sans offrir de traduction. Pendant un instant, Nora resta figée. Puis le fils aîné lui fit signe, tapotant le sol à côté d'elle. Nora s'assit, son corset lui serrant douloureusement les côtes, sa jupe s'étalant autour d'elle comme de la crème renversée. La vieille femme tendit ses doigts noueux, étonnamment doux, et caressa la joue de Nora, ses cheveux, le tissu rigide de sa robe. Le fils aîné émit de légers grognements de désapprobation, tandis que ses mains suivaient les rangées de baleines et de boutons. Au cours des jours suivants, Nora commença à apprendre le rythme du camp, davantage par ses erreurs que par ses leçons. Elle se réveillait chaque matin au son des femmes qui moulissaient le maïs et entretenaient le feu. L'air était chargé de fumée de bois qui lui piquait les yeux. Au début, elle l'ignorait complètement, parlant autour d'elle comme si elle était invisible. Déterminée à faire ses preuves, Nora essaya d'aider, mais toutes ses tentatives échouèrent. Elle gâcha la viande de bison. Les peaux qu'elle tenait étaient raides comme des planches. Le pain brûla jusqu'à devenir cendre. L'eau qu'elle alla chercher se renversa. Les jeunes femmes riaient derrière leurs mains. L'une d'elles, d'une beauté saisissante, avec des tatouages complexes sur le menton, semblait prendre un malin plaisir à chaque échec de Nora. Elle lui montrait une tâche trop rapidement, puis observait avec une patience moqueuse Nora qui s'y essayait maladroitement. Taz n'apparaissait que la nuit. Il gardait ses distances, silencieux mais constant. Il lui apportait de la nourriture, des racines rôties séchées, du thé amer qui avait le goût de la terre et des herbes. Il ne mangeait jamais à côté d'elle. Elle n'avait jamais faim. Une semaine passa. Le changement de nourriture et le stress de cette nouvelle vie finirent par avoir raison d'elle. Nora se réveilla une nuit avec l'estomac noué. Elle tituba hors de la hutte et vomit dans l'herbe au clair de lune.
La femme tatouée rit et appela les autres pour qu'ils assistent à la honte de la faible femme blanche. Une vague de chaleur envahit le visage de Nora alors qu'elle rampait vers la hutte, brisée et humiliée. Soudain, des bras puissants la soulevèrent. Taz la porta à l'intérieur sans un mot et la déposa doucement sur les peaux de Bisson. Elle se recroquevilla, tremblante. Tout au long de la nuit, la fièvre s'empara d'elle. Elle sombrait et ressortait du délire, parfois consciente d'un linge frais sur son front, parfois du goût de l'eau sur ses lèvres. Dans ses demi-rêves, elle appelait sa mère, morte depuis 7 ans. Elle murmurait qu'elle voulait rentrer chez elle, dans le lit étroit sous la fenêtre de l'église, retrouver l'odeur du savon et des hymnes. À son réveil, la lumière du soleil pénétrait par le trou de fumée. Elle avait mal à la tête, mais sa fièvre était tombée. Taz était assis à côté d'elle, le visage tiré, les yeux cernés de fatigue. Il était resté, veillant sur elle. « Pourquoi » demanda-t-elle d'une voix rauque et cassée. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il l'aida à s'asseoir avec précaution, presque avec révérence, comme si elle était quelque chose de fragile qu'il ne comprenait pas encore. Taz stabilisa le dos de Nora Vale, ses mains étonnamment douces l'aidant à s'asseoir. Un instant plus tard, Elderson entra dans la hutte, portant un bol en argile rempli d'un bouillon fumant qui dégageait une légère odeur d'herbe et de médicaments puissants. Elle s'adressa brusquement à Taz en apache. Il baissa la tête comme un enfant pris en flagrant délit de désobéissance. Nora but une gorgée de bouillon avec précaution. Il avait un goût terreux, mais une chaleur se répandit presque instantanément dans son corps. Quel que soit son ingrédient, il était plus efficace que tout ce que contenait l'armoire à pharmacie de son père. Cet après-midi-là, alors que Nora reprenait des forces, Taz fit quelque chose qui la prit au dépourvu. Il se mit à pointer du doigt des objets à l'intérieur de la hutte, en prononçant lentement et clairement le mot apache correspondant. « Connais », dit-il en désignant la hutte. « Pua » en soulevant une petite pochette. « Pia » en montrant un bouquet d'herbes, ma mère. Nora essaya de répéter les mots maladroitement. Son accent les déformait au point de les rendre méconnaissables. Pour la première fois, le visage stoïque de Taz se crispa. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais presque. Elle se désigna elle-même. « Nora ». Il secoua la tête. « Trop fort », dit-il pensivement. « Ton nom ?»« Suada. Qu'est-ce que cela signifie ?» Il fit un léger mouvement de la main. « Petit oiseau. Rapide. » Elle aurait dû se sentir offensée, mais le respect tranquille dans son ton rendait cela presque affectueux. « Une survivante, pensa-t-elle. Elle répéta Suada. Cette fois, Taz sourit, juste un instant, mais cela réchauffa quelque chose au plus profond d'elle. À partir de cette nuit-là, les leçons continuèrent. Chaque soir, après être revenu de la chasse ou d'une réunion avec les hommes, Taz passait 1 heure à lui enseigner des mots simples. Eau, cheval, feu, ciel. Peu à peu, il ajouta d'autres mots. Ami, ennemi, demain, hier. Bientôt, Nora commença à saisir des bribes de conversation autour du campement. Pas assez pour tout comprendre, mais assez pour saisir le ton et l'intention. Les femmes se moquaient toujours d'elle, mais elle pouvait désormais distinguer les mots maladroite, idiote, peau pâle. Cela la blessait, mais moins que l'ignorance d'avant. Un matin, alors qu'elle puisait de l'eau dans le ruisseau, Lou, la femme tatouée, renversa délibérément le récipient plein. La précieuse eau s'écoula dans la poussière. « Stupide femme blanche », dit Lou dans un anglais approximatif, le ton plein de mépris. Quelque chose se brisa en Nora. Des semaines d'humiliation, de peur et de solitude se transformèrent en défiance. Elle redressa le dos, croisa le regard sombre de Lou et dit prudemment dans un apache hésitant. « Oui, je suis maladroite. Je suis lente, mais je suis là. J'apprends à vous connaître. Vous êtes cruelle, mesquine. » Tout le camp se figea. Les femmes cessèrent de moudre le maïs. Les enfants restèrent silencieux, les yeux rivés sur elle. Le visage de Lou se tordit de rage. Avant que Nora n'ait pu bouger, la femme se jeta sur elle, lui attrapa les cheveux et tira si fort qu'elle poussa un cri. L'instinct prit le dessus. Nora riposta sauvagement, animée par la colère et la fierté. Elles tombèrent au sol, se griffant et se tirant les cheveux, sans savoir comment se battre, mais sachant seulement qu'elles devaient le faire. De la poussière s'éleva autour d'elle. Nora sentit sa robe se déchirer et le goût du sang sur sa langue. « Assez »
La voix de Taz fendit l'air comme un coup de fouet. Il les attrapa toutes les deux et les sépara avec une force incroyable. Son expression était tonitruante. Il aboya une série de mots rapides en apache qui firent haleter plusieurs femmes. Lou recula en marmonnant quelque chose d'amer avant de s'éloigner en trombe. Nora resta là, les cheveux emmêlés. Sa robe était déchirée, son visage maculé de saleté et de sang, mais elle se tenait droite, le menton relevé. Pour la première fois depuis son arrivée, elle ne se sentait pas comme une proie. Elle se sentait vivante. Nora Vale leva le menton et croisa le regard de Taz sans crainte. Quelque chose brilla dans ses yeux sombres. Du respect, peut-être même de l'admiration. Il appela et Elderson entra dans la hutte, marmonnant entre ses dents tandis qu'elle inspectait les bleus de Nora. Son visage ridé s'adoucit de sympathie, mais elle lança tout de même à son petit-fils un regard si sévère que même le guerrier baissa la tête comme un enfant puni. Cette nuit-là, Taz revint avec quelque chose soigneusement plié dans ses bras, une robe non pas en calicot ou en dentelle, mais en daim souple, de la couleur du sable au coucher du soleil. Ses perles simples scintillaient faiblement à la lueur du feu, et les franges ondulaient comme de l'eau qui coule. Nora la toucha avec révérence, passant ses doigts sur les coutures. « Merci, murmura-t-elle. Il acquiesça d'un signe de tête, puis dit « Tu te battes bien comme Badger. Petite mais féroce. » C'était la plus longue phrase qu'il ait jamais prononcée en anglais, et elle fit battre son cœur à toute allure pour des raisons qu'elle ne pouvait pas vraiment expliquer. « Cela causera-t-il plus de problèmes? » demanda-t-elle doucement. Le ton de Taz se fit plus ferme. « Non, j'ai parlé. Tu es ma femme. T'insulter, c'est m'insulter. » « Ma femme? » Ces mots la frappèrent plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Jusqu'à cet instant, elle s'était considérée comme une prisonnière, un symbole de paix, un fardeau. Mais homme, cela signifiait quelque chose de complètement différent, quelque chose de dangereux et d'étrangement tendre. Lorsqu'il se retourna pour rejoindre sa place habituelle à l'extérieur de la loge, Nora se surprit à parler. « Reste, dit-elle. » Il s'immobilisa à moitié dans l'ombre. « Non, pas pour ça, dit-elle rapidement, cherchant ses mots. Il fait froid cette nuit. Vous ne devriez pas dormir dans le vent. » Pendant un instant, il resta immobile, tiraillé entre la retenue et un instinct plus ancien que le langage. Finalement, il acquiesça d'un signe de tête. Il déroula sa laiterie suffisamment près pour partager la chaleur du feu, mais suffisamment loin pour ne pas briser la ligne de respect. Un progrès, pensa Nora. Un début fragile. Alors qu'elle sombrait dans le sommeil, enveloppée dans sa nouvelle robe en peau de daim, elle l'entendit murmurer quelque chose en apache. Un seul mot lui parvint clairement. Suada Swift. Demain, elle continuerait à apprendre à cuire leur pain, à se déplacer parmi les femmes sans trébucher, à comprendre le réseau de coutumes qui maintenait ce monde uni. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis qu'elle avait quitté la maison de son père, elle ressentit quelque chose de plus chaud que la peur. Peut-être que Taz avait raison. Peut-être était-elle comme le martinet, petite, féroce, apprenant à voler dans des vents étranges. Et peut-être que cette union née de la violence et du devoir pourrait encore se transformer en quelque chose de plus profond. Dehors, le vent hurlait à travers les plaines, mais la hutte conservait sa chaleur. À travers le feu qui s'éteignait, elle entendait la respiration régulière de Taz. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais ce n'était pas non plus le silence d'étrangers. C'était un début. Le lendemain matin, l'air était vif et mordant. Nora Suvada, se rappela-t-elle, regarda Taz se préparer pour la chasse. Il bougeait avec une efficacité tranquille, vérifiant son arc, testant la corde, murmurant à voix basse à son cheval peindre. 3 semaines s'étaient écoulées depuis sa dispute avec Lou, et l'hostilité du camp s'était transformée en un respect las. « Tu viens ?» dit soudain Taz, sans la regarder. « Quelle chasse ?» dit-il simplement. « Tu viens apprendre. » Les autres guerriers échangèrent des regards incertains. Quelques-uns murmurèrent des objections. Le cousin de Kithéaz s'exprima vivement en apache, secouant la tête. La réponse de Taz fut brève et décisive. Quoi qu'il ait dit, cela mit fin à la discussion. Il fit avancer un cheval robuste et calme, déjà scellé. Il ne ressemblait en rien aux chevaux raffinés qu'elle avait montés dans son ancienne vie. Pas de selle d'Amazone, pas de dentelle. C'était la liberté enveloppée de cuir et de poussière. Nora prit une lente inspiration. Puis, rassemblant son courage, elle sourit soir.
Elle se hissa en selle, prête à chevaucher aux côtés de l'homme qui avait autrefois été son ravisseur et qui était peut-être désormais quelqu'un de complètement différent. Suivre le rythme des guerriers de Taz à travers ce terrain accidenté n'était pas chose facile. Nora Vale comprit rapidement que le silence pouvait être synonyme de survie. Ils partirent alors que l'aube peignait l'horizon de traînées roses et dorées. 5 cavaliers Apache et elle. Les hommes ne lui prêtaient guère attention, leurs conversations tranquilles portant sur les pistes, les changements de temps et les habitudes du gibier. Alors qu'ils se dirigeaient vers le nord, les plaines ouvertes laissèrent en place à des ravins plus accidentés, creusés profondément dans la terre rouge, où poussaient des genévriers et des mosquites qui se courbaient sous le vent. Les cuisses de Nora la brûlaient à cause des longues heures passées en selle, mais elle refusait de le montrer. Pas de faiblesse, pas devant eux. À midi, ils trouvèrent des traces de bisons. Pas les grands troupeaux dont elle avait entendu parler, mais un groupe plus petit, peut-être une vingtaine d'animaux, suffisant pour nourrir la tribu si la chasse était fructueuse. Taz lui fit signe de rester avec les chevaux. Elle voulut protester, lui dire qu'elle n'était pas venue seulement pour regarder, mais quelque chose dans son ton l'incita à se taire. Elle prit les rênes des chevaux supplémentaires et regarda les hommes se glisser dans les hautes herbes, disparaissant comme de la fumée. L'attaque fut rapide. Les guerriers se levèrent d'un seul coup. Les arcs sifflèrent, les flèches feindirent en l'air. Un jeune taureau tomba. Puis un autre. Le reste du troupeau s'élança dans un bruit de tonnerre, tremblant sous ses sabots. Nora ne pouvait détourner le regard. Tay se déplaçait comme une créature née de la nature sauvage. Il était sûr de lui et fit Tay dans le danger. L'homme calme et réservé qu'elle connaissait disparut dans le feu de la chasse. Puis tout bascula. Un taureau blessé, massif, ensanglanté, furieux, chargea depuis les buissons. Il percutait Kai, le projetant en l'air comme une poupée de chiffon. Il heurtait violemment le sol et ne se relevait pas. Nora retint son souffle. Avant même d'y réfléchir, elle enfonça ses talons dans les flancs du maire. Le taureau se tourna vers Kai, soufflant de la vapeur, la tête baissée pour une nouvelle charge. Nora n'avait ni arme, ni temps, ni plan. Elle chevauchait droit entre eux, poussant un cri rauque et instinctif qui jaillissait de sa gorge. Le taureau hésita, déconcerté par cette nouvelle menace. Cet instant suffit. La flèche de Taz atteignit sa cible. La bête tituba, tomba à genoux et s'effondra dans la boue. Nora glissa de sa selle, les jambes tremblantes. Kai gémissait, se tenant les côtes, mais il était vivant. Les autres guerriers coururent vers eux, affichant une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Du respect. Taz s'agenouilla à côté de son cousin, examina ses blessures avec soin, puis se tourna vers Nora. « C'est stupide, dit-il en anglais, d'une voix basse et tendue. « C'est courageux, mais stupide. Je ne pouvais pas le laisser mourir, » répondit Nora dans un Apache hésitant. Cette nuit-là, ils campèrent dans un canyon étroit. Le bison avait été dépecé et découpé, les meilleurs morceaux emballés pour le voyage de retour. Kai, les côtes bandées, était assis contre un tronc près du feu. Il l'appela doucement. « Tu as le cœur d'une guerrière, dit-il lentement pour qu'elle puisse comprendre. Je me suis trompé à ton sujet, femme blanche. Non, Suvada. Tu es Suvada maintenant, murmurèrent les hommes en signe d'accord. Pour la première fois, elle n'était pas seulement tolérée. Elle avait sa place, même si ce n'était qu'un peu. Autour du feu, les barrières entre eux s'estompèrent. Ils partagèrent leur nourriture, leur rire et le rythme tranquille des histoires racontées sous les étoiles. L'un lui montra comment entretenir un arc, un autre comment lire les traces dans la terre. À mesure que la nuit s'intensifiait, le vent apporta une odeur âcre et piquante. « De la neige! Une tempête approche, » dit Gus en scrutant l'horizon. « Nous resterons ici cette nuit. Nous partirons quand elle sera passée. » Ils ont fait un grand feu, mais le froid s'est quand même infiltré, glissant à travers les peaux et les os. Nora s'est blottie contre lui, sentant la chaleur, le danger, quelque chose d'indéfinissable grandir entre elle et le guerrier qui avait changé son monde à jamais. La tempête de neige était violente et impitoyable, rien à voir avec les hivers doux que Nora Vale avait connus au Texas. Vers minuit, le vent se mit à rugir, traînant des plaques de glace à travers les plaines, jusqu'à ce que même les feux les plus ardents crépitent et s'éteignent.
Elle était assise enveloppée dans une robe en peau de bison, les dents claquant, tous les muscles tremblants. Même les guerriers apaches, durs comme du vieux chêne, se blottissaient les uns contre les autres pour ne pas mourir de froid. Nora essaya de rester forte, mais son corps la trahit. Ses doigts s'engourdirent. Sa respiration devint superficielle. Sans un mot, Taz tendit la main vers elle. Il la prit dans ses bras sous sa robe, son corps rayonnant de chaleur comme un feu vivant. Il n'y a pas de honte à avoir froid, murmura-t-il. Même les guerriers gèlent. Au début, Nora se raidait, mais il ne fit aucun geste pour la posséder. Il se contenta de la serrer contre lui, partageant sa chaleur comme on partage de la nourriture ou un abri. Lentement, ses frissons s'atténuèrent. Elle pouvait sentir l'odeur de sauge et de fumée de bois dans ses cheveux, près du rythme régulier de son cœur. La douleur s'estompa dans ses mains et ses pieds, remplacée par un calme profond et constant. La tempête fit rage toute la nuit, hurlant comme un être vivant. L'épuisement atténua son embarras, et à un moment donné, elle s'endormit, la tête posée contre son épaule, insécurité pour la première fois depuis des semaines. Quand elle se réveilla, le monde extérieur était silencieux, recouvert d'un manteau blanc. La tempête était passée, laissant l'air vif et lumineux. Taz la tenait toujours dans ses bras, mais elle voyait bien qu'il était réveillé depuis des heures. « Ça va mieux ?» demanda-t-il doucement. Elle acquiesça, soudain consciente de leur proximité. Lorsqu'elle tenta de s'éloigner, sa main s'attarda, douce mais ferme. « Tu as sauvé Kai, dit-il. Pourquoi alors qu'il n'a pas été gentil avec toi? » Nora hésita. « Parce qu'il est de ta famille, et parce que je suis fatigué, fatigué de la mort et de la haine stupide. » Son expression s'adoucit, sa main se leva lentement, effleurant sa joue du bout des doigts. « Tu n'es pas celle que j'attendais, dit-il. À quoi t'attendais-tu? Murmura-t-elle. Une personne faible, effrayée, inutile. Sa main retomba. J'avais tort. Lorsque les autres commencèrent à s'agiter, ils s'écartèrent. Mais l'atmosphère entre eux avait changé. Le mur froid qui s'était dressé là auparavant avait disparu, remplacé par quelque chose d'incertain, quelque chose de vivant. Le retour au camp prit 2 longues journées à travers la neige. Cette fois, Nora chevaucha aux côtés de Taz plutôt que derrière lui. Il lui montrait des choses au fur et à mesure qu'ils avançaient. Les plantes hivernales qui serviraient de remèdes au printemps, les traces de cerfs et d'élan, les voitures de pierre qui marquaient les terres de chasse des Apaches. Lorsqu'ils arrivèrent au village, les gens vinrent à leur rencontre. La nouvelle du courage de Nora s'était répandue plus vite que les cavaliers. Les femmes ne l'appelaient plus « femme blanche ». Elles l'appelaient « Svada Swift ». Elle avait mérité son nom. Son fils aîné la trouva peu après, lui mettant un petit paquet dans les mains. Un os et un fil de soie. « Tu fais la vieille femme », dit-il dans un anglais approximatif, puis il passa à un Apache lent. « Fais chemise pour lui. L'hiver arrive. Guerrier a besoin de vêtements chauds de sa femme. » Sa femme. De l'autre côté du camp, Taz se tenait avec les chasseurs, discutant du prochain voyage. Comme s'il sentait son regard, il leva les yeux. Leurs regards se croisèrent par-delà le feu, et il faillit sourire. Cette nuit-là, il dormit à nouveau dans la hutte, toujours à distance, mais à l'intérieur. Nora travaillait à la lueur du feu, apprenant à percer la peau, les mains maladroites, mais déterminées. Elle pouvait sentir sa présence silencieuse derrière elle, stable et chaleureuse. Puis sa voix rompit le silence. Nora. C'était la première fois qu'il prononçait son vrai nom depuis des semaines. Elle leva les yeux, le cœur battant à tout rompre, l'aiguille figée à mi-chemin dans le cuir. « J'ai quelque chose à te dire », dit enfin Taz d'une voix basse, la lueur du feu soulignant la ligne dure de sa mâchoire. Il fit un geste vers la vieille cicatrice qui traversait son épaule. « À propos de ça, et de la raison pour laquelle j'ai accepté ce mariage. » Nora Vale posa son ouvrage et le regarda, pleinement consciente du poids de ses paroles. « Il y a 3 étés, commença-t-il. Lentement, les soldats ont attaqué notre camp. Ce n'était pas une bataille, c'était un massacre. Ils sont arrivés avant l'aube, alors que seules les femmes et les enfants étaient réveillés. Sa voix se fit rauque. Ma sœur avait 15 ans. Elle s'est enfuie. Ils lui ont tiré dans le dos. La gorge de Nora se serra. « Je suis vraiment désolé, » murmura-t-elle. « Je voulais me venger, dit-il. Je voulais tuer tous les hommes blancs que je pouvais trouver. Mais le chef Rowan m'a dit que le sang ne nourrissait que le sang. Il m'a dit,
La vengeance empoisonne l'âme. Il la regarda droit dans les yeux, le regard fixe. Lorsque le traité de paix fut signé, ils demandèrent un mariage pour le sceller. Je me suis porté volontaire, non pas pour la paix, mais par haine. Je voulais prendre une femme blanche et lui faire subir les mêmes souffrances que j'avais endurées. Ces mots auraient pu l'effrayer autrefois, mais à présent, elle ne ressentait que de la tristesse pour l'homme brisé qu'il était devenu. Et elle lui demanda doucement. Il hésita, sa voix s'adoucissant. Je vois maintenant une femme qui a risqué sa vie pour mon cousin, qui apprend nos coutumes sans se plaindre, qui se bat quand on se moque d'elle, mais qui fait preuve de miséricorde envers les enfants et les personnes âgées. Son regard se baissa un instant. Je ne te déteste pas, Nora Suvada. Je ne sais pas ce que je ressens, mais ce n'est pas de la haine. Le silence entre eux devint pesant. Le cœur de Nora battait à tout rompre lorsqu'elle tendit la main pour réduire la distance qui les séparait. Moi aussi j'ai détesté, admet-elle. J'ai détesté être donné. J'ai détesté ton peuple pour l'avoir exigé. Je t'ai détesté pour avoir accepté. Ses doigts effleurèrent sa main. Mais la haine est lourde et je suis fatigué de la porter. La paume rugueuse de Taz se referma sur la sienne, ferme, chaude, attentionnée. Que faisons-nous maintenant? Demanda-t-il, presque à lui-même. Nous qui étions ennemis, pensa Nora en repensant à cette nuit dans le canyon où ils s'étaient serrés l'un contre l'autre pour se protéger du froid. Deux âmes trouvant de la chaleur dans la même tempête. Nous survivrons, dit-elle, ensemble, et peut-être trouverons-nous quelque chose de mieux. Il retourna sa main, traçant les lignes de sa paume comme s'il cherchait un sens écrit de là. Peut-être, dit-il doucement. Dehors, la neige recommençait à tomber, douce contre les peaux. À l'intérieur, la hutte rayonnait de chaleur et de quelque chose de fragile, quelque chose d'indéfinissable. Ils n'étaient pas amants, pas encore, mais ils n'étaient plus des étrangers. Juste deux personnes marchant prudemment sur le sol dégelé entre eux. L'hiver s'intensifiait. Les doigts de Nora, autrefois délicats à force de prières et de travaux d'aiguille, étaient devenus rugueux et forts. La chemise en peau de dime qu'elle avait confectionnée pour Taz lui allait parfaitement, et elle l'avait vu plus d'une fois tracer du doigt les fines broderies lorsqu'il pensait qu'elle ne le regardait pas. Leur vie s'était installée dans un rythme de travail, de repas partagés, de conversations tranquilles dans un mélange d'apache et d'anglais. Mais une ligne invisible subsistait entre eux, assez proche pour être touchée, mais qu'aucun des deux n'osait franchir. Jusqu'au jour où Lou a tout brisé. Nora revenait des jarres d'eau du ruisseau qu'elle portait avec précaution dans ses bras lorsqu'elle entendit des cris, des voix en colère et moqueuses. Les enfants se dispersèrent. Au centre de l'agitation se trouvaient Lou et deux jeunes femmes. Dans les mains de Lou se trouvait quelque chose qui glaça le sang de Nora, la Bible de sa mère. « Regardez !» cria Lou en apache en la levant haut. La femme blanche cache son livre magique. Elle prie son Dieu faible pour qu'il nous maudisse. Une vague de terreur envahit Nora. Cette Bible était son dernier lien avec sa maison, avec la voix de sa mère. Elle l'avait cachée, ne la sortant que lorsqu'elle était seule pour suivre l'écriture de sa mère. « Rendez-la-moi, dit-elle doucement en posant les cruches. Lou rit et l'agita d'un geste moqueur. « Pourquoi? Pour que tu puisses à nouveau murmurer tes sorts. C'est peut-être pour cela que les bisons s'enfuient. Peut-être que ça les arrête. » Nora se précipita, désespérée. Il y eut un bruit de déchirure. La reliure fragile céda. Les pages s'envolèrent dans le vent, tourbillonnant et se dispersant comme des oiseaux mourants. Non. Nora tomba à genoux, se précipitant pour ramasser les fragments déchirés des noces de sa mère qui maculaient la terre. Les rires des femmes s'éteignirent, désormais mal à l'aise. Même le visage de Lou pâlit lorsqu'elle réalisa ce qu'elle avait fait. Puis vint la voix de Taz, aussi tranchante que le tonnerre. « Que se passe-t-il ici? » Il entra dans le cercle, le visage sombre comme un front orageux. Les femmes se figèrent. Il observa la scène. Nora agenouillée dans la poussière parmi les pages déchirées. Lou serrant toujours la couverture ruinée. Il aboya un ordre en apache si féroce que les autres guerriers cessèrent ce qu'ils faisaient. Lou tenta de parler, mais Taz la fit taire d'un simple geste. Puis, à la grande surprise de Nora, il s'agenouilla à côté d'elle. Sans hésiter, il commença à ramasser les pages avec soin et respect, comme si elles étaient sacrées.
À sa demande, les autres guerriers se joignirent à lui pour l'aider à sauver ce qu'ils pouvaient. Une fois cela fait, il l'aida gentiment à se relever. Ses yeux brûlaient, mais elle refusait de pleurer. Pas devant Lou. Viens, dit-il doucement. Il porta les pages jusqu'à l'horloge. Ce n'est qu'alors, à l'abri des regards, à la lueur du feu, que Nora laissa couler ses larmes. C'était celui de ma mère, murmura-t-elle. Elle est morte quand j'avais 12 ans. C'était tout ce qui me restait. Taz posa délicatement les pages déchirées. Certaines étaient irrémédiablement abîmées. La reliure a disparu, murmura-t-elle. Je ne peux même plus lire les mots, mais voir son écriture m'aidait à me sentir moins seul. Il resta silencieux pendant un long moment, puis se leva et alla chercher ses affaires. Lorsqu'il revint, il tenait un petit sac enveloppé dans une peau douce. Il le déballait avec révérence, révélant un sac à remède orné de perles. « C'était à ma sœur, dit-il doucement. Elle l'a fabriqué l'été avant sa mort. Je le garde pour me souvenir d'elle et me sentir moins seul. » Il le déposa dans les mains de Nora. Les perles étaient petites, parfaites, et dégageaient un léger parfum de sauge et d'herbe douce. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Deux âmes autrefois liées par la haine, désormais unies par la perte et quelque chose de plus profond qu'aucun des deux n'osait nommer. « Je ne peux pas accepter cela, » murmura Nora Vale en secouant la tête. Taz soutint son regard. « Tu le peux, dit-il. Ton Dieu, nos esprits. Peut-être ne sont-ils pas si différents. Tous deux nous disent de nous souvenir de l'amour. » La gorge de Nora se serra. Le petit sachet de remède était chaud dans sa paume. Ses sœurs, son poids lui pesait lourdement sur la poitrine. « Aide-moi, dit-elle soudain. Aide-moi à sauver ce qui reste de la Bible. Peut-être pourrons-nous créer quelque chose de nouveau. » Ils travaillèrent ensemble toute l'après-midi. Le vent faisait claquer les pots de la hutte, tandis qu'ils étaient assis tout près l'un de l'autre, triant les pages déchirées, enlevant la saleté. Taz apporta sinuette et une aiguille en os, lui montrant comment relier les feuilles récupérées entre deux morceaux de peau souple. Nora ajouta avec soin des perles à la couverture, tissant un motif qui n'était ni chrétien ni apache, mais quelque chose né des deux. Pendant qu'il travaillait, Taz lui posa des questions sur les histoires contenues dans le livre. Nora lui parla de David et de Goliath, de Ruth, qui trouva l'amour dans un pays étranger, grâce à une foi qui transcendait les frontières et les lignées. Il écouta avec une intense concentration. « Tu es Ruth, dit-il. Après un moment, elle était comme toi, une étrangère qui était devenue un membre de la famille. Nora sourit doucement. « Où tu iras, j'irai, murmura-t-elle. Ton peuple sera mon peuple. » Les mots flottèrent dans l'air chaud, signifiant plus que ce qu'aucun d'eux n'osait admettre. Cette nuit-là, lorsque le feu s'éteignit, le silence entre leurs sacs de couchage sembla plus pesant que jamais. Le cadeau de la pochette de sa sœur. La façon dont il s'était agenouillé à côté d'elle pour l'aider à sauver sa Bible. La douceur dans ses yeux, tout cela avait libéré quelque chose au plus profond d'elle. « Taz, dit-elle doucement. Il se tourna vers son visage, à moitié éclairé par la lueur du feu. « Oui, j'ai froid, dit-elle, même s'ils savaient tous deux que ce n'était pas seulement le froid qui la faisait trembler. » Il hésita, la voix prudente. « Nora, s'il te plaît. » Lentement, comme s'il s'approchait d'un animal sauvage, il rapprocha son lit de camp, sans le toucher, juste assez près pour qu'elle sente sa chaleur et entende sa respiration régulière. « Est-ce convenable ?» demanda-t-il, avec une pointe d'humour dans la voix. Nora faillit éclater de rire. « Je me fiche de ce qui est convenable, » avoua-t-elle. « Je tiens à toi. Est-ce mal? » Taz se tourna complètement vers elle. La lueur du feu éclairait la courbe de sa mâchoire, la douceur de son regard. « Je tiens à toi depuis que tu t'es interposée entre Kai et le bison, » dit-il doucement. Femme folle et courageuse. Son cœur battait à tout rompre. Elle tendit la main vers lui, effleurant son visage du bout des doigts. Il ferma les yeux et se pencha vers elle. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « De moi, non. D'éprouver autant de sentiments, de désirer. » Il prit sa main et la pressa contre sa poitrine. Sous sa paume, son cœur battait fort et vite. « Moi aussi j'ai peur, » admit-il. « Tu n'es pas celle que je pensais désirer. » Ces mots brisèrent le dernier mur entre eux. Il l'attira vers lui et Nora se laissa faire. Son baiser n'était ni fougueux ni exigeant, mais d'une tendresse insupportable, comme si elle était quelque chose de fragile, de sacré. Ses mains suivirent les anciennes cicatrices sur sa peau. Il enfouit son visage dans ses cheveux.
la respirant comme un homme qui avait été privé de chaleur. Mais lorsque ses doigts tremblants atteignirent des liens de sa chemise, Taz attrapa doucement ses mains. Non, dit-il doucement. Nora se figea, la honte inondant ses joues. Avait-elle mal compris? Écoute, murmura-t-il en lui prenant le visage entre ses mains. Tu es venu ici dans la tristesse. Je vois encore cette ombre dans tes yeux. Quand nous nous unirons, je ne veux aucune ombre, aucune peur, seulement un choix. Les larmes lui brûlaient les yeux. Je te choisis, dit-elle avec férocité. Je choisis cette vie. Toi, ton peuple. Cela ne compte-t-il pas? Cela compte pour tout, dit-il. Mais le cœur choisit en premier. Le corps prend plus de temps. Je sens ta peur quand tu trembles. Il avait raison. Même maintenant, en sécurité dans ses bras, les vieilles peurs remuaient les avertissements que sa mère lui avait chuchotés. Les blagues grossières des soldats, l'inconnu. Alors, que faisons-nous? Demanda-t-elle. Nous attendons, répondit-il simplement. Nous apprenons à nous connaître. Et quand tu trembleras de désir et non de peur, alors nous saurons. Il l'embrassa à nouveau, lentement et sûrement, lui montrant que l'attente ne signifiait pas la distance. Cette nuit-là, elle s'endormit la tête sur sa poitrine, son bras protecteur autour d'elle, leur corps entrelacés, mais sans précipitation. C'était plus intime que tout ce qu'elle avait jamais connu, calme, sacré et parfaitement juste. Les jours qui suivirent passèrent comme un souffle retenu entre deux tempêtes, rempli de rires discrets, de travail partagé et d'une nouvelle forme de tension qui ressemblait à la lumière du soleil après trop d'hiver. Ils se touchaient souvent, de petits gestes fugaces qui en disaient plus long que les mots. Un effleurement des doigts en se passant des outils, une main posée brièvement sur une épaule. La nuit, leurs baisers s'intensifiaient jusqu'à ce que Nora Vale se sente étourdie par leur douceur. Mais Taz s'arrêtait toujours avant que le moment ne devienne trop intense, devinant ses craintes avant même qu'elle ne les connaisse elle-même. Le changement ne passa pas inaperçu. Certaines femmes apaches souriaient d'un air entendu. Même Lou, encore blessée par la colère de Taz, commença à lui témoigner un respect réticent. Elder s'engloussa un soir lorsqu'elle les surprit se tenant la main près du feu. « Il était temps, dit-elle dans son anglais approximatif en souriant édenté. Vous avez mis assez de temps, jeunes idiots. Plus tard dans la semaine, alors que Nora travaillait à assouplir des pots pour le commerce, la femme de Nikai s'assit à côté d'elle. La femme avait autrefois regardé Nora avec suspicion, mais cette méfiance s'était atténuée depuis l'incident du bison. « Tu l'aimes, Ney ?» dit-elle, sans poser de questions. Les mains de Nora s'immobilisèrent sur la peau. « Oui », acquiesça lentement Ney. « Tant mieux, il est resté seul trop longtemps. Mais n'oublie pas qu'aimer un guerrier, c'est apprendre à vivre avec la peur. Chaque fois qu'il partira à cheval, à la chasse ou en raid, tu te demanderas s'il reviendra. » Nora pensa à son père, en sécurité derrière les murs de l'église, dont le plus grand danger auquel il avait jamais été confronté était un désaccord sur les Écritures. Puis elle pensa à Taz, sauvage et féroce, prête à tout risquer pour nourrir et protéger son peuple. « Je comprends, dit-elle doucement. Ney l'observa longuement, puis acquiesça. « Alors tu es l'une des nôtres. » Cette nuit-là, la tribu se rassembla pour faire la fête. Un raid réussi avait rapporté des chevaux et fait honneur à plusieurs jeunes guerriers. Les feux rugissaient, les tambours résonnaient dans l'air froid et les gens dansaient. Nora restait là à regarder jusqu'à ce que Taz lui prenne la main. « Danse, dit-il avec un sourire. « Je ne sais pas danser, alors apprends. » Il lui montra les pas, qui n'avaient rien à voir avec les valses rigides dont elle se souvenait lors des rassemblements au fort. C'était sauvage et vivant, un rythme né de la terre. Elle trébucha, rit, puis trouva son équilibre. La musique l'entraîna dans une danse sauvage et primitive. Elle dansa jusqu'à ce que ses cheveux collent à ses tempes et que sa poitrine se soulève de rire. Lorsque les tambours ralentirent, Taz la serra contre lui. Ensemble, ils se balancèrent, perdus l'un dans l'autre, tandis que le feu peignait leur peau de nuances dorées et cramoisies. « Nora, » murmura-t-il à son oreille, « ma Suada, sais-tu ce que tu m'as fait? »« Dis-moi, » souffla-t-elle, « tu m'as rendu entier. Je mourais à l'intérieur, rempli de haine. Tu m'as ramené à la vie. » Nora leva les yeux vers lui. Le regard qu'il lui lança lui coupa le souffle. Ce n'était pas seulement du désir, c'était de l'amour. Profond, constant, indestructible.
Ramène-moi à la maison, dit-elle. Sa voix tremblait, mais pas de peur. Plus d'attente, plus de cachette. Je veux être ta femme pour de vrai. Taz scruta son visage pendant un long moment, la lueur du feu vacillant dans ses yeux sombres. Puis, sans un mot, il lui prit la main et l'éloigna de la fête. À l'intérieur de leur hutte, le son des tambours s'estompa jusqu'à devenir un battement de cœur lointain. Nora se tint devant lui et laissa tomber sa robe. Taz retint son souffle, impressionné et respectueux. Il s'approcha, les mains tremblantes, non pas de désir, mais d'admiration. Son toucher était à la fois possessif et pieux. « Es-tu sûr ?» murmura-t-il une dernière fois. Au lieu de répondre, Nora tendit la main vers lui et l'attira à côté d'elle sur les peaux de buisson. Dehors, les tambours continuaient de résonner, mais à l'intérieur de la hutte, un autre rythme s'installa. Lent et ancien, deux âmes qui se trouvaient, se choisissaient encore et encore à chaque soupir, chaque caresse, chaque promesse murmurée. Lorsque l'aube arriva, peignant les peaux de nuances roses et dorées, Nora était allongée dans les bras de Taz, changée à jamais, non seulement dans son corps, mais aussi dans son esprit. Elle n'était plus Nora Vale, la fille du pasteur. Elle était Suada, épouse de Taz, femme apache, et pour la première fois de sa vie, elle était chez elle. La paix fut brisée au lever du soleil. Un cavalier solitaire fit irruption dans le camp, son cheval couvert de sueur et de poussière. Les guerriers se rassemblèrent rapidement, leur voix aiguë d'inquiétude. Nora était dehors en train de moudre du maïs lorsqu'elle entendit les cris. Elle comprenait désormais suffisamment l'Apache pour en saisir les fragments. Des colons morts, le révérend pendu, les pierres glissèrent de ses mains. Quelques instants plus tard, Taz apparut, le visage grave. Il s'agenouilla à côté d'elle, la voix basse et calme. « Ton père, dit-il en anglais, il y a eu des problèmes à la colonie. Quelques jeunes guerriers, qui n'appartiennent pas à cette tribu, ont attaqué pour voler des chevaux. Les colons l'ont accusé. On dit que le traité de paix avait échoué à cause de lui. » Le cœur de Nora battait à toute rompre, tandis que Taz serrait les mâchoires. Le messager dit qu'ils l'ont pendu aux poutres de sa propre église, le traitant de traître pour avoir donné sa fille à des sauvages. Le monde bascula. Nora sentit ses genoux fléchir. Le bruit des voix s'estompa en un bourdonnement lointain. Le pasteur Amos Vale, doux, gentil, qui prêchait le pardon même à ceux qui le méprisaient, était parti. Elle ne se souvenait pas s'être effondrée, seulement des bras puissants qui l'avaient rattrapée avant qu'elle ne touche le sol. Les bras de Taz. Mais même sa force ne pouvait la protéger de la vérité. Le monde dont elle était issue lui avait finalement tourné le dos. Les gens qu'il avait baptisés, mariés, pour lesquels il avait prié, s'étaient retournés contre lui. Il l'avait tué pour avoir osé faire la paix. Nora Vale ne se souvenait pas avoir été ramenée à la loge. Quand elle reprit conscience, elle était allongée sur des peaux de buisson, son corps tremblait, et Taz la tenait dans ses bras tandis que les sanglots la secouaient. Ce n'étaient pas des larmes douces, mais le chagrin brut et suffocant d'une fille qui venait de tout perdre. « C'est ma faute, allaita-t-elle entre deux sanglots. Si je n'avais pas accepté le traité, si j'étais restée. » La voix de Taz était ferme mais basse. « Ton père connaissait le prix de la paix. Il l'a choisi de son plein gré. »« Ils l'ont tué, murmura-t-elle, la voix brisée. Ils l'ont tué parce qu'il m'aimait assez pour me laisser partir. » Sa bouche se tordit dans une ironie amère, et je le détestais pour cela. Les dernières mots que je lui avais adressés étaient froids. Je ne lui ai jamais dit que je comprenais. Je ne lui ai jamais dit au revoir. Taz la serra dans ses bras jusqu'à ce que la tempête passe, les yeux assombris par le souvenir. Il avait perdu sa sœur aux mains des soldats blancs des années auparavant. Il savait ce que ce genre de douleur faisait à une âme. Quand elle se calma enfin, il lui tendit une tasse d'eau. « Bois, dit-il doucement. Après un long silence, il demanda « Ton peuple n'a-t-il pas de coutumes funéraires ?» Nora eut un rire brisé. « Mon peuple, dit-elle avec amertume. Ce sont eux qui l'ont assassiné. Il n'a plus de peuple là-bas. » Elle s'essuya le visage brutalement. « Pourrions-nous l'amener ici, l'enterrer là où il n'est pas haï? » Taz resta silencieux un instant. « Ce n'est pas notre coutume, admit-il. Mais nous ne vivons pas une époque ordinaire. Je vais en parler au conseil. » Le débat qui suivit fut houleux. Certains guerriers affirmaient que ramener le corps d'un homme blanc sur leur terre sacrée porterait malheur.
D'autres, dont Kai, toujours reconnaissant envers Nora pour son courage lors de l'attaque des Buffalo, insistaient sur le fait que cet homme était mort pour la paix et méritait de reposer en paix. Finalement, le chef Rowan se leva et prit la parole. Cette femme est désormais l'une des nôtres, déclara-t-il solennellement. Son chagrin appartient à la tribu. Son père est mort parce qu'il croyait en la paix entre nos peuples. Nous lui rendrons hommage. Le lendemain matin, un petit groupe de guerriers partit à cheval. Nora supplia de les accompagner, mais Taz refusa gentiment. C'est trop dangereux. Les colons t'enlèveraient, ou pire encore. 3 jours plus tard, ils revinrent avec un paquet enveloppé dans une peau de cerf. Nora ne posa aucune question. Elle ne voulait pas savoir ce qu'ils avaient trouvé, seulement qu'ils rentraient à la maison. Les funérailles furent différentes de tout ce que la tribu avait connu. Nora lut doucement dans sa Bible réparée, celle qu'elle et Taz avaient recousue avec de la senue et de la foi. Les guerriers qui avaient récupéré le corps chantèrent un chant d'honneur destiné aux combattantes tombées au combat. Le fils aîné, frêle mais fort d'esprit, répandit de la sauge sur la tombe et parla aux esprits de l'homme qui était mort pour la paix. Alors qu'il descendait le voile du pasteur Amos dans un sol irrégulier, quelque chose en Nora se brisa et se transforma. Le dernier lien qui la reliait à son ancienne vie avait disparu. Mais au lieu d'un sentiment de vide, elle ressentit un soulagement. « Je te pardonne, papa », murmura-t-elle en laissant tomber une poignée de terre sur le corps enveloppé. « Et j'espère que tu me pardonnes d'avoir trouvé la paix là où tu ne pensais pas que je le pourrais. » Cette nuit-là, Taz la serra dans ses bras alors qu'elle oscillait entre le chagrin et l'épuisement. Ils ne firent pas l'amour. Sa douleur était trop profonde, mais sa chaleur à ses côtés lui suffisait. Lorsqu'elle se réveilla plus tard, le feu brûlait encore faiblement et il la regardait tranquillement. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Je me demande, dit-il doucement, si tu vas partir maintenant. Ton père est mort, le traité est rompu, tu es libre de partir. » Nora se redressa. L'incrédulité brillait dans ses yeux. « Partir? Où irais-je, Taz? Les gens de mon peuple ont assassiné mon père parce qu'il m'aimait. Ceci, dit-elle en désignant la hutte et les terres au-delà, c'est ma maison. Tu es ma maison. » Un soulagement passa sur son visage avant qu'il ne puisse le cacher. « Même en sachant ce qui va arriver, demanda-t-il, les raids s'intensifient. L'armée va venir. Ce morceau, dit-il en secouant la tête, c'est la fin. Alors nous y ferons face, dit-elle en posant sa main sur sa joue. Ensemble. Je t'ai choisi, tu te souviens? Pas pour des traités ou par devoir, mais parce que je t'aime. Et je ne t'abandonnerai pas maintenant. » Taz l'embrassa férocement et désespérément, comme si ces mots étaient la seule vérité qui maintenait son monde en place. Dans les semaines qui suivirent, Nora se plongea dans la vie des Apaches avec une nouvelle détermination. Elle ne prétendait plus être l'une des leurs. Elle apprit à tirer à l'arc de Taz, même si sa précision faisait rire les enfants. Elle perfectionna son travail du cuir jusqu'à ce que même Lou, à la langue bien pendue, approuve d'un signe de tête. Lorsque les guerriers revenaient ensanglantés des raids, Nora aidait à soigner leurs blessures, ses mains désormais assurées. La violence entre les colons et les tribus s'intensifiait rapidement. Les soldats patrouillaient de plus en plus profondément dans les terres indigènes. Les bandes Apaches ripostaient pour chaque vie perdue. Le fragile lien qui l'avait autrefois rapproché de Taz était en train de se briser. Un après-midi d'été torride, alors que Nora aidait à préparer le corps d'un jeune guerrier tué pendant la chasse, et non lors d'un raid, elle fit son choix. Elle leva les yeux vers Taz, le regard féroce à travers ses larmes. « Apprends-moi à me battre, dit-elle. » Cette nuit-là, Nora Vale se tenait près du feu, le visage marqué par la détermination. Taz leva les yeux de ses flèches qu'il était en train d'aiguiser. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. « Apprends-moi à me battre, dit-elle simplement, à me défendre, à tuer si je dois le faire. » Ses mains s'immobilisèrent. « Me battre. Je ne serai pas sans défense si les soldats viennent. Je ne serai pas ramenée vivante dans leur monde. » Il fronça les sourcils. Nora souveda. Elle corrigea son ton, qui devint aussi dur que l'acier. La jeune fille Nora était morte avec son père. « C'est moi, souveda, maintenant, et je me battrai pour mon peuple. » Taz l'observa longuement, le visage impassible. Puis il acquiesça d'un signe de tête. « Nous commencerons demain. » L'entraînement fut impitoyable. Il ne la ménagea pas parce qu'elle était une femme.
Il la forma comme n'importe quel guerrier sous ses ordres. Elle apprit à manier un couteau ou frapper pour tuer rapidement. Comment utiliser son petit gabarit à son avantage? Ses muscles se durcirent, son regard s'aiguisa. La femme qui brodait autrefois du lin fin tenait désormais une lame sans trembler. Elle apprit à suivre les mouvements, à se déplacer silencieusement et à repérer les dangers au sol. Les autres femmes la regardaient avec admiration et inquiétude, même parmi les femmes apaches réputées pour leur force. C'était inhabituel. Mais les temps n'étaient pas ordinaires. Un matin, alors que Nora s'entraînait à tailloder une cible, Hyde, le fils aîné, s'approcha d'elle en s'appuyant sur un bâton sculpté. « Tu te prépares à la guerre », dit doucement la vieille femme en apache. « Je me prépare à survivre », répondit Nora sans interrompre ses mouvements. « C'est la même chose ces jours-ci. » Le fils aîné l'observa longuement. Ses yeux étaient anciens et pleins de sagesse. « Tu portes une nouvelle vie, dit-elle finalement. Le couteau glissa des doigts de Nora. « Quoi? La nausée le matin, ta façon de bouger, dit le fils aîné en hochant la tête. Un enfant grandit, tu le sais. » La main de Nora se posa instinctivement sur son ventre. Un enfant, l'enfant de Taz. Elle s'en doutait, mais elle avait repoussé cette pensée, trop effrayée pour se permettre d'y croire. « Je ne sais pas quoi faire, murmura-t-elle. « Tu lui dis, répondit simplement l'aîné. Un homme mérite de savoir qu'il va être père avant de partir à la guerre. » Cette nuit-là, alors que le camp était calme, Nora trouva Taz en train de nettoyer son fusil à la lueur du feu. « J'ai quelque chose à te dire, dit-elle. Il leva les yeux, sentant son malaise. « Je porte ton enfant. » Le fusil glissa de ses mains. Pendant un instant, Taz la regarda, stupéfait, puis sourit avec émerveillement, avant de froncer les sourcils, effrayé. « Un enfant, murmura-t-il, maintenant que tout s'écroule. » Il la serra contre lui, les mains tremblantes posées sur son ventre encore plat. « Je devrais t'envoyer dans un endroit sûr. » « Non. » Sa voix était ferme. « Nous resterons ensemble. Promets-le-moi, Taz. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Il hésita, puis acquiesça lentement. « Ensemble, dit-il, mais tu dois aussi me promettre quelque chose. Si je tombe, tu prendras notre enfant et tu t'enfuiras. Fille, trouve la paix. » « Ne parle pas comme ça, murmura-t-elle. « Promets-le-moi, Suvada. » Elle ferma les yeux, les larmes lui piquant les yeux. « Je te le promets. Mais tu as promis de te battre pour revenir vers nous. »« Toujours, jura-t-il. » Ils firent l'amour cette nuit-là, non pas avec passion, mais avec la tendresse désespérée de deux personnes qui savaient à quel point le temps pouvait être fragile. Dehors, un loup hurla sous la pleine lune, un son solitaire et obsédant. À l'intérieur de la cabane, entre la lueur vacillante du feu et le rythme de leur cœur, une nouvelle vie s'éveillait en elle, moitié blanche, moitié apache, entièrement aimée. Ils s'endormirent, sa main posée protectrice sur son ventre, sa prière murmurée s'élevant vers le grand esprit pour la sécurité de leur enfant. La guerre approchait. Mais cette nuit-là, sous le ciel étoilé, ils avaient l'amour et l'espoir. Cela devrait suffire. L'attaque survint à l'aube. Des coupes de feu brisèrent le silence matinal. Des cris déchirèrent le camp. Taz était déjà en mouvement, saisissant ses armes. Les flammes rugissaient tandis que les soldats incendiaient les huttes extérieures. « Restez baissés », ordonna-t-il. Mais Nora avait déjà saisi son couteau, la même lame qu'il lui avait appris à manier. Son ventre était désormais arrondi, ses mouvements plus lents, mais la peur lui donnait de la vitesse. Des soldats en uniforme bleu déferlaient depuis l'est. Les guerriers se précipitèrent pour riposter. Les flèches et les balles sifflaient. Les femmes hurlaient après leurs enfants qui fuyaient vers le ravin. Les anciens restèrent en arrière, prêts à affronter la mort. Taz se retourna, attrapa Nora et l'embrassa fougueusement. « Le ravin. Ne pars pas sans toi. » Une balle déchira la paroi en peau, les couvrant d'éclats. Taz la poussa vers le rabat. « Va protéger notre enfant. » Elle courut, le couteau serré dans son cœur. La fumée et le chaos envahirent le camp. Un soldat sortit de la brume, fusil levé. Nora ne pensa pas qu'elle se jeta sur lui, enfonçant le couteau dans sa gorge avant qu'il ne puisse tirer. Du sang chaud éclaboussa ses mains. Elle s'empara de son pistolet et courut. Au ravin, les femmes et les enfants se blottissaient, terrifiés. Nora les aida à s'enfoncer plus profondément dans la gorge étroite, loin des coupes de feu. Derrière eux, la bataille les faisait rage. Coupes de feu, cris de guerre, hurlements des hommes et des chevaux mourants.
Où est-ce le fils aîné? Cria Nora. La voix de Ney se brisa. Elle ne voulait pas courir. Elle disait qu'elle était trop vieille. Et Nora eut le cœur serré, mais elle n'avait pas le temps de s'apitoyer. Des soldats apparurent au sommet du ravin, leurs fusils pointés sur les personnes sans défense en contrebas. « Laissez-moi passer » cria Nora en anglais. « Je suis blanche, je suis captive. » Les soldats hésitèrent, fixant sa peau pâle et ses cheveux blonds à travers la fumée qui montait. Le soldat hésita, baissant légèrement son fusil. « Madame, êtes-vous Nora Vale? » Elle se figea. La voix lui était familière. Puis elle comprit. Le soldat Eli Ward, un garçon de Fort Ashridge qui lui avait autrefois apporté des fleurs sauvages et lui avait fait des compliments timides lorsqu'elle était encore la fille du pasteur. « Oui, » répondit-elle prudemment, en montant quelques marches de la pente. « Eli, écoute, ces femmes et ces enfants ne sont pas des combattants. Laisse-les partir, s'il te plaît. » Ward se déplaça nerveusement, jetant un coup d'œil vers la ligne de soldats. « Hors dit pas de survivants, madame. Ce sont les ordres du capitaine. Il dit qu'ils sont tous hostiles après ce qui s'est passé à Brady Creek. Les enfants. » La voix de Nora tremblait d'incrédulité. Puis elle se leva. « Vous allez tuer des bébés pour Brady Creek. Vous ne comprenez pas. » Il balbutia. « Après la mort de votre père, après votre enlèvement, les Reds ont empiré. 30 colons morts en 2 mois. Le capitaine dit que je n'ai pas été enlevé. » Elle rétorqua sèchement. « J'ai choisi cela. Je l'ai choisi. Ces gens sont ma famille maintenant. » Les yeux de Ward se posèrent sur son ventre arrondi. Le choc se lut sur son visage. « Toi avec un sauvage. Mon Dieu, Nora, que t'ont-ils fait? » Derrière lui, les autres soldats s'agitaient. L'un d'eux leva son fusil vers les femmes recroquevillées en contrebas. Nora ne réfléchit pas. Le pistolet dans sa main rugit et le coup de feu résonna dans le ravin. L'homme tomba en arrière, se tenant d'épaule. « Courez !» cria-t-elle en apache. « Emmenez les enfants! Partez !» Les femmes se dispersèrent dans l'ombre, serrant leurs petits contre elles. Les balles sifflèrent dans les airs tandis que les soldats tiraient dans le ravin. Ward se précipita et attrapa le poignet de Nora. « Tu viens avec nous, capitaine. » Son couteau jaillit, lui tranchant la main jusqu'à l'os. Ward hurla et trébucha en arrière tandis qu'elle se libérait. Elle sprinta le long du ravin, détournant les tirs des autres. Les pierres se brisaient sous ses pieds, l'air était rempli de poussière et de coups de feu. Un soldat la plaqua par derrière. Ils tombèrent lourdement au sol, ses bras se repliant instinctivement sur son ventre. Le jeune homme au-dessus d'elle ne pouvait pas avoir plus de 18 ans. Il leva la crosse de son fusil pour frapper Nora, mais elle attrapa une pierre et la lui écrasa sur la tempe. Il s'effondra, immobile ou mort, elle ne vérifia pas. Elle se releva titubant, sentant le goût du sang dans sa bouche où elle s'était mordu la langue. En bas, le combat principal faisait rage. Les guerriers apaches étaient repoussés par des salves disciplinées. Elle vit Kai tomber, la poitrine recouverte de sang. Elle vit un petit garçon, à peine âgé de 14 ans, essayer de traîner le corps de son père hors de la ligne de tir. Puis Taz. Il était partout à la fois, se déplaçant avec une fureur mythique. Son arc chantait la mort jusqu'à ce qu'il n'ait plus de flèches. Puis vinrent le couteau, la massue de guerre, son corps tournoyant dans le chaos comme une tempête incarnée. Mais il saignait abondamment, lentement encerclé. « Non » murmura Nora. « Non » courut-elle vers lui, le cœur battant contre ses côtes. Un soldat à cheval tourna son sabre, prêt à la abattre, mais Lou surgit de nulle part, bondissant sur le dos de l'homme et le tirant de sa selle. Leurs regards se croisèrent à travers la fumée. 2 femmes qui s'étaient autrefois détestées, désormais liées par quelque chose de plus grand. Le pardon. La sororité. « Vas-y, Lou » cria-t-elle en la poussant en avant. Nora atteignit Taz juste au moment où il tombait à genoux, un sabre lui entaillant les côtes d'une ligne cramoisie. Elle se jeta entre lui et les soldats, un couteau dans une main, un pistolet dans l'autre. « Arrêtez » cria-t-elle. « Je suis Nora Vale, fille du pasteur Amos Vale. Cet homme est mon mari devant la loi et devant Dieu. » Les soldats se figèrent lorsqu'un officier se fraya un chemin parmi eux. Le capitaine Waythorn. Sa réputation le précédait. Impitoyable, efficace, sans pitié. « Vous parlez de Dieu, ricana Thorn, en portant l'un de leurs bâtards. Ce ne sont pas des sauvages, dit Nora, la voix tremblante de rage. Ils ont des familles. Ils ont leur honneur.
Ce sont des animaux, cracha-t-il. Et vous êtes Spire, une femme blanche qui a trahi les siens. Mais je vais vous donner une chance. Venez sans faire d'histoire, et nous dirons que vous avez été enlevée contre votre gré, rendue folle par la captivité. L'enfant, dit-il en montrant son ventre, est mort à la naissance. Tu peux rentrer chez toi. La main ensanglantée de Taz trouva sa cheville, faible mais insistante. Il glissait rapidement. Jamais, dit-elle entre ses dents. Thorne haussa les épaules, presque ennuyé. Alors tu le regarderas mourir avant que nous t'emmenions quand même. Il leva son pistolet vers Taz. Nora n'hésita pas. Elle lança son couteau. Il s'enfonça profondément dans l'épaule de Thorne. Il rugit et trébucha en arrière, juste au moment où des cris de guerre déchirèrent l'air. Depuis les crêtes au-dessus, le chef Rowan et ses cavaliers se précipitèrent dans la mêlée. Des coups de feu éclatèrent. Les soldats, réalisant qu'ils étaient en infériorité numérique, rompirent les rangs et s'enfuirent vers leurs chevaux. La fumée envahit la vallée. La bataille était terminée, mais le prix à payer était lourd. Le camp brûlait, le sol était jonché de cadavres. Nora s'effondra à côté de Taz, appuyant ses deux mains sur ses blessures les plus graves. « Reste avec moi, supplia-t-elle. « S'il te plaît, lui répondit-il avec un sourire faible et tordu. « Femme stupide, murmura-t-il. Tu aurais dû t'enfuir. »« Jamais, s'étrangla-t-elle. « Pas sans toi, tu m'avais promis que nous serions toujours ensemble. » Sa main trouva son ventre. « Prends soin de toi. »« Non, pleura-t-elle. Tu prendras soin de notre enfant toi-même. »« Tu m'entends, Taz? »« Red Hawk, tu ne mourras pas. » Les guerriers se rassemblèrent autour d'eux. Le chef Rowan s'agenouilla à leur côté, le visage grave. « Ces blessures sont graves, dit-il doucement. « Alors nous les soignerons, rétorqua Nora. « Va me chercher, Senui, de l'eau bouillante, les herbes médicinales que le fils aîné m'a apprises. » Pendant 3 jours, Nora lutta contre la mort. Elle recousit les blessures de ses mains tremblantes, les recouvrit de racines broyées et d'écorces de sol, et fit avaler de force à Taz un thé amer. La fièvre allait et venait. L'infection faisait rage. Elle continua néanmoins à travailler sans relâche, sans dormir. Ney resta à ses côtés, calme et silencieux. Même Lou, couvert de cicatrices et boitant, aida à broyer les herbes et à changer les bandages sans dire un mot. « Pourquoi? » demanda Nora une nuit, la voix rauque. Lou a croisé son regard. « Tu t'es battu pour nous, » a-t-elle dit doucement. « Tu as tué ton propre peuple pour sauver nos enfants. Tu n'es plus blanche, tu es apache. » Le 4e jour, la fièvre est tombée. Taz a ouvert les yeux. « Toujours là, » a-t-il murmuré faiblement. « Où pourrais-je être ailleurs? » Elle a chuchoté, des larmes coulant sur sa joue. Il a esquissé un sourire. « Nous avons des ennuis, femme. L'armée sait que tu es en vie. Elle sait que tu es resté de ton plein gré. Ils reviendront. »« Alors nous partirons, » dit Nora, « plus loin dans les terres. Les soldats craignent les contrées sauvages de l'Anawestado. Peux-tu voyager? » La main de Taz effleura son visage. Ses forces étaient faibles, mais elle revenait. « Pour toi, dit-il doucement. Pour toi et notre enfant, je peux tout faire. » Mais Nora connaissait la vérité. Il n'y aurait pas de paix. L'armée n'arrêterait pas tant qu'elle ne serait pas partie. Sa défiance, son refus de s'incliner, le fait qu'elle ait tué des soldats, tout cela l'avait marqué du sceau de la trahison envers son propre peuple. Pour eux, elle était le visage de la corruption, la fille du prédicateur qui était tombée entre les mains des Apaches. 2 semaines plus tard, alors que Taz reprenait des forces, Nora fit un choix qui la terrifiait autant qu'il la définissait. Cette nuit-là, après que le feu du conseil eut faibli, elle alla trouver le chef Rowan. « Je dois aller les voir, dit-elle d'une voix calme. » Il se tourna vers elle impénétrable. « Au fond, dit-elle, pour parler de paix. » Le visage du chef se durcit. « Ils ne t'écouteront pas. À leurs yeux, tu n'es plus blanche. »« Peut-être pas, admit-elle. Mais si je n'essaie pas, il y aura plus de sang, plus d'enfants morts, plus de petits, comme Dan, orphelins sans père. » Le chef Rowan l'observa en silence pendant un long moment. Finalement, il dit, « Tu as le courage d'un guerrier comme ton mari. » Il hocha la tête. « Va donc, mais pas seul. Tu emporteras mes paroles et ma protection. » Lorsque Nora en informa Taz, la fureur dans ses yeux aurait pu brûler le désert. Il essaya de se lever malgré la douleur dans son flanc bandé. « Tu n'iras pas, dit-il. » Elle s'agenouilla à côté de lui et posa sa main sur sa poitrine.
Fais-moi confiance. Tu t'es battu pour nous à ta manière. Laisse-moi me battre pour nous à ma manière. Il serra les mâchoires. Si tu ne reviens pas, je reviendrai, dit-elle fermement. Nous avons un enfant à élever. Souviens-toi, j'ai l'intention de le voir grandir et devenir fort comme son père. L'expression de Taz s'adoucit. Ou elle, dit-il doucement, une grande femme comme sa mère. Nora se pencha et l'embrassa, mettant tout ce qu'elle ne pouvait pas dire dans ce geste, leur amour, leur peur, leurs adieux tacites. Puis elle se releva et s'habilla pour les deux mondes. Une peau de cerf tachetée mélangée à des morceaux de sa vieille robe. Des manches en lin blanc sous une écharpe tribale. Elle ressemblait à la paix incarnée, à moitié dans chaque monde, sans appartenir pleinement à aucun des deux. Au lever du soleil, elle monta sur sa jument Pie et partit, suivie de 6 guerriers Apaches qui lui servaient de garde d'honneur. Derrière eux, le camp se préparait à disparaître plus profondément dans les montagnes, hors de portée de l'armée. Devant eux, le soleil levant baignait le monde d'or et de sang. Fort Ashidge attendait. Que la paix ou la mort l'attendit au-delà de ses murs, elle y ferait face. Les portes du fort se dressaient comme les mâchoires d'une bête de fer. Les 6 cavaliers Apaches s'arrêtèrent à une distance respectueuse, les mains près de leurs armes, mais sans les toucher. Ils attendraient 3 jours. Si Nora ne revenait pas, ils sauraient ce qui s'était passé. « Halte !» cria une sentinelle nerveuse, la voix cassée. « Déclarez votre nom. Est-ce Nora qui porte un voile? » Nora était assise bien droite, une main posée sur son ventre. « Je viens en paix, dit-elle clairement, apportant les paroles du chef Rowan à votre commandant. » La sentinelle resta bouche bée. En paix, son fusil tremblait. En quelques minutes, le fort s'anima. Les soldats sortirent d'armée, leurs fusils pointés vers l'escorte Apache. Un officier s'approcha d'un visage familier d'une autre vie. Le major Roy Hatch, autrefois invité au sermon et au dîner mondain de son père, la regardait maintenant comme si elle était un fantôme. « Mademoiselle Vale ?» demanda-t-il d'un ton raide. « Madame Red Hawk. » Nora corrigea sa voix, calme mais froide. Sa bouche se tordit. Ses yeux se posèrent sur son ventre gonflé. « Vous allez venir avec nous. Vos escortes partiront immédiatement. »« Elles attendront 3 jours, dit Nora. C'est l'accord. » Elle descendit lentement de cheval, tous ses muscles endoloris par la longue chevauchée. « Je viens sous le drapeau de la trêve, Major, selon les règles de négociation de votre propre armée. Vous les connaissez, les règles. » Hatch aboya, le visage crispé. « Vous osez parler de règles après avoir combattu votre propre peuple? Après avoir tiré sur l'un de nos hommes, après avoir empêché le massacre d'enfants, rétorqua-t-elle vivement. Maintenant, dites-moi, Major, allez-vous respecter la trêve, ou dois-je dire au chef Rowan que la parole de l'armée ne vaut rien? Il serra les mâchoires. Le protocole l'emporta sur la fierté. Vos amis restent devant la porte, dit-il d'un ton sec. Vous venez avec moi. Nora leva le menton et passa devant lui. Le fort était tel qu'elle s'en souvenait, avec ses bâtiments propres et blanchis à la chaux, bordant une place d'armes poussiéreuse, et ses drapeaux claquant dans le vent sec. Mais les escaliers qui la suivaient brûlaient plus fort que le soleil, de haine, de dégoût et de quelque chose de plus sombre encore. Pour eux, elle n'était pas une messagère de paix. Elle était un avertissement, un fantôme vivant de tout ce qu'ils redoutaient. Les femmes avec lesquelles elle priait autrefois crachaient maintenant dans la poussière lorsqu'elle la voyait. Les hommes murmuraient des insultes à son passage. Traîtresse, honte. Nora Vale gardait le menton haut, une main posée de manière protectrice sur la vie qui bougeait en elle. L'enfant donnait des coupes de pied comme s'il sentait son agitation. Le major Roy Hatch ne disait rien tandis qu'il la conduisait à travers le fort, non pas vers les quartiers du commandant, mais vers une petite pièce sans air et sans fenêtre, une cellule, même si personne n'osait l'appeler ainsi. « Attendez ici, » ordonna Hatch. « J'ai besoin d'eau et de nourriture, » répondit Nora d'un ton calme, à moins que l'armée ne laisse désormais mourir de faim les femmes enceintes. Il fit demi-tour, mais une image représentant de l'eau apparut peu après. Elle but goulûment, la gorge desséchée par la soif. Le bébé bougea à nouveau. Plusieurs heures s'écoulèrent avant que la porte ne s'ouvre à nouveau. Le colonel Grant Redden entra, plus âgé que dans ses souvenirs, les cheveux gris acier, le regard perçant et critique. Derrière lui venait Wyatt Thorne, le bras toujours en écharpe à cause de la blessure qu'elle lui avait infligée avec son couteau. « Eleanor Whitlow », commença le colonel. « Ni un voile, corrigea-t-elle calmement,
tandis que sa mâchoire se crispait. Vous n'êtes pas marié. Aucun ministre chrétien n'a célébré une telle union. Ce que vous avez est une abomination, pas un mariage. Nora soutint son regard furieux avec un feu tranquille. Alors je suppose que Marie et Joseph n'étaient pas mariés non plus, puisqu'il n'y avait pas de ministre à l'époque. J'ai prononcé des vœux et je les honorerai. Thorne eut un rire amer et sec. Écoutez-la, colonel. Elle est complètement folle. Les sauvages lui ont pourri l'esprit. Je suis tout à fait saine d'esprit, capitaine, dit-elle d'un ton calme, assez saine d'esprit pour vouloir que cette guerre se termine avant qu'elle ne nous enterre tous. Allez-vous écouter les paroles du chef Rowan, ou votre fierté vous empêchera-t-elle d'ouvrir vos oreilles? Le colonel Redden l'observa longuement en silence. Pas que dis-je, attends, parler. Nora redressa les épaules. Le chef Rowan propose ceci. Son peuple se retirera plus profondément dans la vallée rouge, au-delà des colonies blanches. Pas de raid, pas de violence, tant que votre armée cessera d'attaquer leur camp d'hiver. Arrêtez de tuer des femmes et des enfants, et les combats cesseront. Inacceptable, aboya Thorne. Ce sont des sauvages. La seule paix possible est dans une réserve ou dans une tombe. Dans des réserves, ils meurent de faim, rétorqua Nora. Les enfants meurent de fièvre plutôt que sous les balles. Ce n'est pas la paix, capitaine. C'est un meurtre lent. Mieux vaut cela que des colons morts, dit froidement Rang. Et qui a versé le premier sang, défia Nora. Qui a rompu tous les accords qu'il avait conclus? Qui a massacré des innocents à Sand Creek? La gifle fut rapide. Le revers de Thorne lui fendit la lèvre. Le goût du sang envahit sa bouche tandis que son bébé donnait un violent coup de pied dans son ventre. « Elle est sous le coup d'une trêve, » intervint Red. « C'est une traîtresse, » grogna Thorne. « Elle devrait être pendue, et elle le serait déjà si elle ne portait pas un enfant blanc. » Nora cracha du sang sur le sol. « Cet enfant est apache, » dit-elle avec férocité, et fière de l'être. La pièce s'embrassa, criant « Botte! Mains qui grattent! Mains qui vont vers des armes! » Thorne tendit la main vers son pistolet, mais Redden lui attrapa le bras. Des soldats firent éruption, déconcertés par le bruit. Nora vit sa chance. « J'invoque l'ancienne loi, » cria-t-elle, sa voix tranchant le chaos. « Le droit de tout citoyen de faire appel directement au gouverneur territorial. Vous ne pouvez ni m'emprisonner ni m'exécuter sans son accord. » Redden se figea. La loi était ancienne, presque oubliée, mais toujours en vigueur. La défier risquait de provoquer un scandale que l'armée ne pouvait se permettre. Les gouverneurs à Austin, finit par dire Redden, à 5 jours de cheval. Alors envoyez votre cavalier le plus rapide, dit Nora d'un ton sinistre. J'attendrai, à moins que vous ne préfériez que les journaux d'ici écrivent, l'armée emprisonne une militante pacifiste enceinte. Ils la transférèrent dans l'entrepôt du quartier maître, un espace plus grand, mais toujours une cellule, un lit de camp, un seau et sa détermination. Elle s'affala sur le matelas fin, pressant une main contre son visage meurtri. La douleur de la gifle aux épines brûlait plus profondément que sa peau. Cette nuit-là, à travers les minces murs en bois, elle entendit les soldats discuter de leur plan pour une attaque à l'aube, de l'emplacement des camps apaches, des ordres de se déplacer pendant que la tribu se sentait en sécurité. Son sang se glaça. Il profitait de son absence pour lancer un nouveau massacre. Elle attendit que le fort soit calme. Puis, se souvenant des leçons de Taz, elle examina la porte. La serrure était rudimentaire, conçue pour stocker des provisions, pas pour garder des prisonniers. Quelques instants plus tard, elle se glissa dans la nuit. Le fort était calme, le clair de lune inondait la cour. Elle se déplaçait comme une ombre entre les bâtiments, maladroite à cause du poids de sa grossesse, mais désespérée. Au bureau du télégraphe, elle brisa une petite fenêtre avec son coude enveloppé dans un tissu. Son père, le pasteur Amos Vale, lui avait autrefois enseigné le code Morse, fasciné par cet étrange langage tapoté. Elle l'utilisait maintenant pour envoyer un appel à Austin, un message urgent au gouverneur Silas Crow, l'avertissant de ce qui allait arriver. Elle signa de son nom complet afin que personne ne puisse le rejeter comme étant faux. « Arrêtez-vous là. » Elle se retourna. Le soldat Eli Ward se tenait dans l'embrasure de la porte, un pistolet pointé vers elle, la main encore bandée à cause de la blessure qu'elle lui avait infligée avec son couteau. « James, » dit-elle doucement, instinctivement, l'appelant par son prénom. « S'il vous plaît, vous m'avez coupé, dit-il, la voix tremblante.
Je vous ai courtisé autrefois, je vous ai apporté des fleurs. Vous auriez pu avoir une vie décente, mais vous les avez choisies. J'ai choisi l'amour plutôt que la haine, murmura Nora. Dis-moi que c'est faux. Tu portes un gamin sauvage. Je porte un enfant innocent de tous les péchés commis par les hommes avant sa naissance. Elle s'approcha, calme dans son défi. Ne deviens pas un tueur d'enfants, Eli. Tu vaux mieux que ça. Sa main tremblait. Retourne dans ta cellule, marmonna-t-il. Je dirais qu'un animal a brisé la fenêtre. Merci, souffla-t-elle. Non, dit-il d'un ton sec. Ils te pendront demain matin, traité ou pas. Thorns a convaincu le colonel que tu es trop dangereuse pour rester en vie. Une froide terreur lui parcourut les veines, mais elle releva le menton. Au moins, l'avertissement était parvenu à Austin. De retour dans sa cellule, elle croisa les mains sur son ventre et pria d'abord pour Taz, puis pour leur enfant à naître, puis pour le peuple apache qu'elle avait appris à aimer. Lorsque l'aube peignit les murs de rouge, Nora Vale était prête. Mais au lieu du bruit des bottes et des fusils, elle entendait autre chose derrière sa porte. Un bruit soudain déchira l'air du petit matin. Des chevaux galopaient à toute allure, leurs sabots martelant le sol battu de la cour. Nora Vale se précipita vers la petite fenêtre à barreaux de sa cellule, pressant ses mains contre le fer froid. Ce qu'elle vit fit bondir son cœur. Les possèdent Texas Rangers, leurs manteaux couverts de poussière scintillante au soleil, et à leur tête, un homme dont tous les habitants de la frontière connaissaient le nom. Marshall Cade Boone, dur comme le cuir, aussi juste qu'un homme puisse l'être. Ici, Boone avait la réputation de faire ce qui était juste, que cela plaise ou non à l'armée. Plus important encore, il répondait à la loi civile et non au commandement militaire. En moins d'une heure, Nora fut escortée jusqu'au bureau du commandant. Le Marshal Boone se tenait comme un mur entre elle et Wade Thorne, qui la regardait avec un regard plein de venin. « Madame, dit Boone en soulevant son chapeau avec un respect discret, j'ai reçu votre télégramme et les ordres du gouverneur Selous Crow en personne. Vous devez être libéré immédiatement. C'est une affaire militaire, protesta Grant Redden depuis son bureau. Plus maintenant, rétorqua Boone. Le gouverneur convoque un conseil de paix. Il souhaite que Madame Red Hawk soit présente pour traduire et servir de médiatrice. Madame Red Hawk, cracha Thorne, elle n'est pas du tout son épouse. Le ton de Boone se durcit. Le mariage coutumier par consentement est reconnu depuis l'époque de la République, à moins que vous ne comptiez dire à la moitié des habitants de la frontière qu'ils vivent dans le péché. Nora faillit sourire. Pour la première fois depuis des semaines, l'espoir ne lui semblait pas être un mensonge. « Quand aura lieu le conseil ?» demanda-t-elle. « Dans 2 semaines, répondit Boone. « À Willow Bend Station, en terrain neutre. Le chef Rowan a déjà accepté de vous rencontrer si vous y êtes. » Son regard s'adoucit. « Êtes-vous sûre d'être prête, madame? » Dans votre état, Nora toucha son ventre gonflé. « 2 semaines, murmura-t-elle. J'en serai à près de 8 mois, mais pour la paix, pour une chance d'avoir un avenir, je serai là. » Ils la libérèrent dans l'heure qui suivit. Ses escortes apaches l'accueillirent avec des cris de triomphe, leur voix résonnant contre les murs de pierre du fort. Alors qu'ils s'éloignaient, Nora jeta un dernier regard en arrière. Wade Thorne se tenait au sommet du rempart, ses yeux la transperçant du regard. Elle pouvait sentir sa haine, même à cette distance. Des hommes comme lui ne laisseraient pas la paix s'installer facilement. Mais elle était en vie et le message était parvenu au gouverneur. Quelque part au-delà de Red Valley, Taz l'attendait. « À la maison, dit-elle doucement en apache. « Ramène-moi à la maison. » Ils chevauchèrent à toute allure, le vent lui fouettant le visage, le soleil brûlant haut dans le ciel au-dessus du désert. Chaque secousse de la selle lui envoyait une douleur dans la colonne vertébrale. Mais Nora ne ralentit pas. Elle devait voir Taz pour lui dire que la paix était enfin possible. 3 jours plus tard, ils atteignirent la crête surplombant Stone Mesa Village. Pendant un instant, la joie envahit sa poitrine. Elle était revenue. Puis elle vit les échafaudages. 3. Son sang se glaça. « Non, » murmura-t-elle en poussant son cheval à descendre la pente, le cœur battant à tout rompre. Le camp l'accueillit avec un soulagement las. Elle était vivante, mais la tristesse flottait dans l'air comme de la fumée. Sur l'un des échafaudages se trouvait son fils aîné, son corps frêle enveloppé dans un tissu cérémoniel. Nora s'attendait à ce que la vieille femme s'éteigne depuis des semaines, mais le plus petit échafaud la bouleversa. Dan Little Den était mort de fièvre pendant son absence.
l'enfant qu'elle avait juré de protéger. Où est Taz, Mashta demanda Nora, la voix brisée. Ney la conduisit à leur lodge. À l'intérieur, Taz était allongée sur des peaux de bison, la peau grise de douleur, la poitrine se soulevant faiblement. Les blessures qu'elle avait eu tant de mal à soigner s'étaient rouvertes pendant une chasse. L'infection le consumait à nouveau. Imbécile! Nora s'étouffa et tomba à genoux à côté de lui. Imbécile absolu, tu étais censé te reposer. Ses paupières papillonnèrent. Tu es revenu? Demanda-t-il d'une voix rauque. Bien sûr que je suis revenu, répondit-elle en retirant déjà les bandages et en demandant des herbes. Tu vas vivre, tu m'entends? Nous avons un conseil de paix dans 2 semaines et notre enfant a besoin d'un père. Tu n'as pas le droit de mourir. Il parvint à esquisser un faible sourire. Femme autoritaire. Ta femme autoritaire, corrigea-t-elle à travers ses larmes. Pour toujours. Tu te souviens, elle s'affairait fébrilement à nettoyer et à recoudre, luttant une seconde fois contre la mort. Dehors, le vent soufflait sur les plaines, mais à l'intérieur de cette petite hutte, l'amour refusait de capituler. Le bébé donnait de forts coups de pied dans son ventre. La vie persistait contre toute attente. L'espoir osait exister dans un monde fait pour la perte. Elle fredonnait doucement pendant qu'elle travaillait, une berceuse apache que son fils aîné lui avait apprise, mêlée à la mélodie d'un hymne de son enfance. 2 chansons, 2 mondes, se fondant en un seul. 2 ans plus tard, Willow Bend Station était devenue quelque chose que peu de gens auraient pu imaginer. Une colonie de paix. Ni entièrement blanche, ni entièrement apache, elle se dressait comme une fragile promesse dans la prairie. Les enfants des 2 peuples se poursuivaient dans les rues poussiéreuses, tandis que leurs parents travaillaient côte à côte. Nora marchait parmi eux, le ventre plat, le cœur désormais comblé. Sa fille courut vers elle sur ses jambes robustes. « Maman, maman, regarde. » La petite Ray Vale, qui n'avait pas encore 2 ans, brandissait fièrement un cheval en bois sculpté. Un cadeau de Kai qui enseignait désormais le travail du bois aux enfants du camp, elle était le mélange parfait de ses parents. Les yeux sombres et l'esprit fougueux de Taz, la peau pâle et le menton obstiné de Nora. « Ma belle petite », dit Nora d'abord en apache, puis en anglais. Elle élevait sa fille dans les 2 langues, dans les 2 foyers. De l'autre côté de la cour, Taz sortit de la nouvelle école qu'ils avaient construite ensemble, les cheveux pleins de sueur, le sourire aux yeux. « Elle s'est encore échappée de Ney », cria-t-il. Nora rit doucement. « C'est la fille de son père », dit-elle. Le vent transportait les rires des enfants, leurs cris et le bruit des marteaux qui construisaient quelque chose de nouveau. Pas le monde qui leur avait été donné, mais celui pour lequel ils s'étaient battus. Taz Nora Vale rit tandis que son mari soulevait leur fille qui poussait des cris aigus et la faisait tournoyer dans l'air chaud de l'après-midi. « Sa poids devient trop intelligente pour nous tous, dit-il en souriant. « Elle tient ça de toi, Nora, répondit-il avec un sourire espiègle, puis grimaça lorsque le nouveau bébé appuya fortement contre ses côtes. Cette grossesse était différente de la première, plus calme, plus sûre, sans la crainte constante des coupes de feu ou la peur des soldats à l'horizon. Un enfant de la paix, pensa-t-elle. C'est ainsi que l'aîné Son l'aurait appelé si elle avait vécu assez longtemps pour le voir. Ils marchèrent ensemble à travers le cœur de Willow Bend, où les habitants s'affairaient, accrochant des guirlandes, des banderoles et préparant la nourriture pour la fête à venir. Demain marquait le 2e anniversaire du traité, la paix qui avait résisté à toutes les épreuves, même aux tempêtes et à la politique. Des gens venus des 4 coins du territoire arrivaient pour voir si cette étrange expérience de coexistence avait vraiment fonctionné. Cela n'avait pas été facile. Les premiers mois avaient été chaotiques, avec des bagarres dans les rues et des tensions entre les colons blancs et les guerriers apaches. Certains colons portaient encore les cicatrices des raids. D'autres ne pouvaient pardonner ce qui leur avait été pris. Et les hommes apaches, autrefois fiers chasseurs, avaient du mal à s'adapter au rythme lent et étranger de l'agriculture. Mais avec le temps, à force de sang, de sueur et de volonté tenace, ils avaient construit quelque chose ensemble. L'école avait beaucoup aidé. Nora enseignait 3 jours par semaine. Les femmes apaches, dont Ney et Lou, s'occupaient des autres. Les enfants apprenaient les 2 langues, les 2 modes de vie. Les plus petits s'adaptèrent le plus rapidement, jouant ensemble sans le lourd fardeau de l'histoire sur leurs épaules. Le travail partagé avait instauré une confiance mutuelle.
Lorsque la sécheresse frappait, ils transportaient l'eau côte à côte. Lorsque des pillards, des hors-la-loi blancs ou des tribus renégates menaçaient leur ville, ils la défendaient ensemble. Rien ne unissait autant les gens que de se battre pour le même bout de terre. Te voilà, Margaret Harrison, affairée, ton tablier saupoudré de fleurs. Autrefois, Margaret avait exigé l'exil de Nora de la colonie. Aujourd'hui, elle était sa meilleure amie et la cofondatrice de la petite clinique qu'elles avaient construite ensemble, alliant la médecine de la frontière aux herbes et aux connaissances apaches. Le docteur Brennan vient d'arriver de Fort Worth, dit Margaret, essoufflée. Il veut parler du manuel médical que tu es en train d'écrire. Nora sourit faiblement. Elle avait tout documenté. Comment l'écorce de sol soulageait mieux la fièvre que l'aspirine. Comment la sauge guérissait les blessures plus rapidement que l'acide phénique. Un récit de la survie de deux mondes qui se soignaient mutuellement. Je le verrai plus tard, dit-elle en posant une main sur son ventre. Alors que le bébé descendait, une vague de pression la parcourut. Pas encore, pensa-t-elle. Il y avait trop à faire avant. Ce soir-là, les colons se réunirent pour un grand festin. La viande de bison et le bœuf cuisaient sur le même feu. Le maïs rôtait à la manière des Apaches à côté des pains au levain des colons blancs. La musique était moitié violon, moitié tambour, quelque chose d'entièrement nouveau. Nora était assise avec Taz, regardant leur fils jouer avec un groupe d'enfants. Un Mexicain blanc tacheté se mêlait à eux, tous riant ensemble dans la lueur poussiéreuse du feu. Mes parents seraient horrifiés, dit Eli Ward d'un ton traînant, portant désormais un insigne de shérif au lieu de l'uniforme bleu de l'armée. Il avait quitté l'armée après le traité de paix, écœuré par les massacres dont il avait été témoin. Leur fils unique dînant avec, disons, des sauvages. Taz haussa un sourcil. Heureusement qu'il n'y a pas de sauvages ici, dit-il sèchement. Seulement des voisins. Eli rit en secouant de la tête. Des voisins. Je n'aurais jamais pensé entendre ce mot ici. De l'autre côté du feu, le shérif Cade Boone était assis, son chapeau sur les genoux, les cheveux grisonnants, mais le regard toujours aussi vif. Il trouva Nora plus tard et la prit à part alors que les violons et les tambours se fondaient en un rythme sauvage et joyeux. Il y a des rumeurs à l'Est, dit-il doucement. Le général Sherman qualifie cet endroit de contre-nature. Il dit que la paix entre les Blancs et les Apaches va à l'encontre du plan de Dieu. Certains journaux prennent son parti. Le cœur de Nora se serra. Après tout ce que nous avons fait. Boone hésita. Il y a eu d'autres mariages mixtes. 3 rien que ce mois-ci. Des femmes blanches qui ont choisi des hommes Apaches. Les prédicateurs qualifient cela d'abomination. Et les élections approchent, Nora. Si le mauvais candidat gagne, dit-elle, en posant une main sur son ventre, sentant les coups de pied agités de l'enfant à l'intérieur. Alors nous ferons face le moment venu, dit-elle doucement. Nous avons fait face à pire cette nuit-là. La fête dura bien après minuit. Taz dansa prudemment avec elle, leur fille perchée sur ses épaules, son rire résonnant sous les étoiles. Pendant un instant, toutes les épreuves, toutes les cicatrices en valèrent la peine. La douleur la réveilla à l'aube. Elle avait perdu les os. Les contractions la déchiraient avant même qu'elle ait pu appeler. « Taz! » haleta-t-elle. Il fut à ses côtés en quelques secondes, appelant Ney et Margaret. Les femmes accoururent, vêtues de blanc, et les sages-femmes apaches travaillèrent main dans la main. Le travail fut intense, mais heureusement court. Alors que l'aube répandait ses couleurs dorées et cramoisies à l'horizon, Nora entendit le premier cri de son fils. Fort et puissant, comme l'annonce d'un guerrier. « C'est un garçon, dit Ney en souriant à travers ses larmes. « Parfait, dit Taz en tenant le nouveau-né comme s'il était fait de soleil. Des larmes coulaient en ligne nette sur son visage buriné. « Comment allons-nous l'appeler? » La voix de Nora tremblait de fierté et d'amour. « Samuel Tatanka Red Hawk, murmura-t-elle, pour mon père et pour le tien. » Thor répéta le nom doucement, avec révérence. « Samuel Tatanka, dit-il, reliant 2 mondes. » Leur fille entra en titubant, guidée par Lou, qui était désormais la meilleure amie de Nora. La petite Ray regarda avec curiosité le petit paquet dans les bras de son père, puis caressa la tête du bébé avec une attention solennelle. « Bébé, dit-elle fièrement dans les 2 langues. « Mon bébé. » Des rires rempliront de la pièce, brisant la tension. Dehors, les marteaux résonnaient, les enfants criaient et le village s'animait,
preuve vivante que la paix n'était pas seulement possible, mais qu'elle grandissait. Nora allaitait son fils, entouré de sa famille de sang et de cœur, et repensait au chemin qui l'avait mené ici. Cette nuit terrifiante, il y a des années, où elle avait été traînée dans une hutte apache, avait marqué le début de cette histoire. Aujourd'hui, elle ne pouvait imaginer un monde sans elle. Tu es perdu dans tes pensées, murmura Taz, assis à côté d'elle avec Ray sur les genoux. Je pense, dit doucement Nora, qu'il faut agrandir l'école et la clinique, et peut-être aussi ouvrir un comptoir commercial. Taz sourit. Tu ne te reposes jamais. Elle croisa son regard, les yeux brillants de détermination. Si cet endroit doit durer, il doit être trop précieux pour être détruit. Dehors, le soleil montait dans le ciel au-dessus de Willow Bend, et la ville née de la guerre et de l'amour continuait de se construire vers un avenir fragile et brillant. Toujours en train de planifier, taquina Taz d'un ton plein d'affection. Qu'est-il arrivé à mon petit oiseau rapide qui ne savait que courir? Elle a appris à construire Noraval, répondit-elle avec un sourire, avec l'aide d'un guerrier têtu qui refusait de la laisser abandonner. Ils s'assirent dans un silence paisible, leurs enfants entre eux, le doux bourdonnement de la vie s'agitant au-delà des murs de leur cabane. Quelque part, un coq chantait, apporté par les colons allemands qui avaient rejoint leur étrange nouvelle ville. De l'autre côté des champs venait le son d'un chant matinal comanche, auquel répondaient des voix anglaises et espagnoles se mêlant au loin. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des disputes, encore l'ombre des préjugés, encore ceux qui, au-delà de la vallée, voulaient que leur paix échoue. Mais c'était réel. C'était à eux, et cela grandissait. La voix de Taz rompit le silence. Tu te souviens de ce que tu m'as dit cette nuit-là dans le canyon, quand nous nous sommes cachés de la tempête? Nora sourit doucement, se rappelant la peur, le froid et la chaleur de ses bras. J'ai dit que j'étais fatigué de la mort, que je voulais juste voir la vie gagner une fois. Taz fit un geste vers leurs enfants, leur maison et la ville qu'ils avaient reconstruite à partir des cendres. La vie a gagné, dit-il doucement. Nous avons gagné. Nora s'appuya contre lui, le cœur rempli de joie. Leur fille suivait du doigt les petits doigts de son petit frère en fredonnant. Et à cet instant simple, Nora ressentit la vérité de ses paroles au plus profond d'elle-même. Ils avaient gagné non pas grâce à des armées, des traités ou des lois, mais grâce à un acte d'amour discret et obstiné, en choisissant chaque jour de construire plutôt que de détruire, de pardonner plutôt que de haïr. Dehors, le tonnerre grondait dans la prairie. Ce n'était pas le tonnerre des canons, mais la promesse de pluie sur les cultures plantées par des mains qui avaient autrefois tenu des armes. De l'école venait le rire des enfants qui chantaient une berceuse que Nora leur avait apprise. Une mélodie apache se mêlait désormais aux paroles anglaises évoquant la paix et la récolte. Le monde au-delà de leurs frontières n'était peut-être pas prêt pour ce qu'ils avaient accompli. Des hommes puissants tenteraient encore de tout détruire. Mais ici, à cet instant, la peur n'avait pas sa place. L'amour avait déjà gagné la guerre. « Maman, raconte une histoire, » dit la petite Ray, levant les yeux avec le regard de son père et le sourire de sa mère. « Quelle histoire? » demanda Nora. « L'oiseau rapide. » Nora rit doucement et prit sa fille sur ses genoux, tandis que Taz serrait leur fils contre lui. « Très bien, dit-elle, et elle commença à raconter l'histoire dans les deux langues. Il était une fois un petit oiseau rapide qui s'était perdu dans une terrible tempête. Il était effrayé et seul. Au fur et à mesure qu'elle parlait, ses mots transformaient leur passé en légende, une histoire que ses enfants pouvaient comprendre, née du feu, de la foi et du pardon. À l'extérieur du village de Willow Bend, la vie reprenait ses droits, la fumée s'élevait des feux de cuisine, les marteaux résonnaient, les enfants se poursuivaient dans la cour poussiéreuse. Des vies s'entremêlaient selon des schémas que personne n'aurait pu imaginer le jour où la fille effrayée d'un prédicateur était arrivée pour la première fois dans le pays des Apaches. L'oiseau rapide avait en effet trouvé son foyer et aidé d'autres à trouver le leur. Loin au-dessus d'eux, un aigle poussa un cri, son ombre balayant la prairie. Sacré pour son peuple comme pour le sien, son cri ressemblait à une bénédiction, une promesse portée par le vent. Nora termina son histoire, embrassa ses enfants et croisa le regard de Taz par-dessus leur tête. « Pour toujours ?» demanda-t-il doucement, faisant écho à une promesse faite il y a longtemps. « Pour toujours » murmura-t-elle, chaque mot ayant tout son sens. Devant eux s'étendait un avenir incertain,
mais qui ne leur faisait plus peur. Quoi qu'il arrive, ils y freinent face ensemble. Apaches et Blancs, guerriers et pacificateurs, toutes les âmes qui avaient osé écrire une nouvelle histoire au cœur sauvage de l'Ouest. Et au centre de tout cela, un amour qui prouvait que les plus grandes victoires ne s'obtiennent pas par la conquête, mais par la compassion, par le courage de voir l'humanité dans les yeux de l'ennemi. L'oiseau rapide était chez lui, et il avait appris au monde à voler. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à rester avec nous pour découvrir d'autres récits authentiques du Far West. Des histoires qui rendent hommage à la résilience, à la tendresse et à l'esprit que Dieu a insufflé à ceux qui ont ouvert la voie. Abonnez-vous, partagez, laissez vos commentaires et rejoignez-nous à nouveau pour voyager à travers cette terre sauvage. Merci.